Bonjour à tous et bienvenue à Secours Expo. Je m'appelle Loïc Landreau, je suis journaliste et je vais avoir le plaisir d'avoir la vidéo en boucle d'abord et d'animer donc cette conférence sur la prévention des risques relatifs aux accidents de la vie courante. Vous savez, ils représentent quand même près de 20 000 décès par an. C'est la troisième cause de mortalité en France. Donc on va avoir des choses à en dire. On est ensemble jusqu'à 16 h avec tous nos experts, bien sûr, pour en parler. D'abord, nos invités fil rouge, Patrice Dalem, directeur de l'urgence et de l'action sociale à la Croix-Rouge française. Bonjour. Guy Miral, directeur national des opérations de la Fédération nationale de la protection civile. Bonjour. Merci à tous les deux d'être avec nous. Et puis, plusieurs intervenants vont faire des petites présentations pour nous parler justement de la prévention des risques et des actions concrètes qui sont mises en place. On commencera avec le docteur Bertrand Thelot du département des maladies chroniques et traumatismes à l'Institut de veille sanitaire. Bonjour et merci. Nous parlerons également des nouveaux outils qui sont mis en place pour la prévention du grand public. Ce sera avec Muriel Boin, responsable prévention chez Calixis. Bonjour. On découvrira également avec Régis Cousin, président de la Fédération française des métiers de l'incendie, il interviendra pour évoquer la loi Morange et les DAF. Bonjour à vous. On découvrira justement quel impact attendre et quelles actions entreprendre à un mois de l'application de cette loi Morange avec Céline Guilbert, chargée de la culture de sécurité civile à la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Bonjour. Et nous terminerons avec Yann Châtelard, ingénieur auprès d'AFNOR, qui nous parlera des différences qui existent entre normes CE et normes NF. Bonjour et merci à tous d'être avec nous. Voilà donc pour le programme complet. Bien évidemment, c'est une conférence qui est interactive, donc surtout, vous n'hésitez pas à prendre la parole, à lever la main entre les interventions. Il y aura également un petit question-réponse à la fin de cette table ronde. Voilà, il est temps de donner la parole donc au docteur Thelot pour un bilan statistique et un historique des actions menées concernant les accidents de la vie courante. Voilà, bonjour, donc moi je suis médecin épidémiologiste, je travaille à l'Institut de veille sanitaire. Trop près, trop loin? Non, il y a encore une vidéo qui tourne juste derrière, je vais l'enlever tout de suite. La technique et ses mystères, on y est, à vous. Alors je suis toujours médecin épidémiologiste, voilà, et en fait on est dans les chiffres jusqu'au cou, les chiffres. Et dans les missions de l'Institut de veille sanitaire, on est chargé donc de rendre compte du nombre, de la gravité, de l'importance, du devenir des facteurs de risque, en l'occurrence ici des accidents de la vie courante. Alors je vais essayer de vous faire un panorama très rapide évidemment, des ordres de grandeur de ce qu'on sait dans différents domaines avec différentes enquêtes, en vous assommant un petit peu ici ou là pour expliquer à la marge que c'est pas si facile que ça d'avoir des certitudes chiffrées. Et puis je présenterai également quelques plaques sur les actions de prévention de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé, l'INPES, avec lequel on travaille principalement. Je dirais aussi au passage que naturellement, ni l'INVS ni l'INPES ne sont les seuls et de très loin à s'occuper de ce sujet, les accidents de la vie courante. Alors là, j'appuie là, c'est ça. Voilà, alors là, bon, un traumatisme, c'est quand ça fait un choc et que ça fait mal. On distingue les traumatismes selon l'intention. Un traumatisme intentionnel, c'est quand je fais exprès de me faire mal ou de faire mal à mon voisin. Et un traumatisme non intentionnel, c'est quand je ne fais pas exprès. Et ça, c'est un accident. Alors, les accidents, c'est les décès là, qui sont apparus à gauche. Vous avez les suicides, les tentatives de suicide, à peu près 11 000, 12 000 décès chaque année en France. Les agressions, les violences, quelques centaines. Les victimes de faits de guerre, quelques unités. À peu près 3 500, pas 4 000, 3 500 décès par accident de la circulation, de l'ordre de 1 millier de décès par accident du travail et de l'ordre de 20 000 décès par accident de la vie courante. 20 000 décès, c'est beaucoup. Il y a 365 jours par an, 20 000 décès, ça fait 30 décès par jour. Le temps de la présentation, ici, ça va nous faire 1 ou 2 décès, voilà, par accident de la vie courante.
Alors c'est pas un sujet récent, j'ai beaucoup aimé, ça c'est une du Parisien, qui date pas d'aujourd'hui, qui date de 2004, vous voyez, il y a maintenant 10-11 ans. Hein, et ben, le journaliste avait bien capté, les chiffres n'ont pas bougé d'ailleurs, soit dit au passage, entre 2004 et 2015, et d'ailleurs en 1995 c'était déjà pareil, mais on en parlait un petit peu moins. On a coutume de présenter, c'est monté un peu haut là, on a coutume de présenter ça, la pyramide, hein. Les 20 000 décès, c'est ceux qui sont en haut là, hein, c'est la pointe de la pyramide. Et puis en dessous, il y a 500 000, 600 000 hospitalisations. Ça fait une grosse partie de l'activité d'hospitalisation en France. Puis encore en dessous, les recours aux urgences. 5 millions de recours aux urgences, ça fait à peu près 35 à 40% des activités d'urgence en France. Hein. Ça fait 15 000 personnes par jour qui vont aux urgences en France pour un accident de la vie courante. Et puis tout recours aux soins ou pas recours aux soins, 11 millions. On peut rappeler qu'on est 65 millions de Français. Ça veut dire que, grosso modo, une personne sur 5, alors je ne sais pas, il y a peut-être 150 personnes dans la salle. Donc cette année, Catherine a une chance sur 5 d'avoir un accident, et Emmanuel aussi, et vous aussi, etc. Donc c'est beaucoup aussi. Alors évidemment, dans les 11 millions, il y a beaucoup de pas graves. Hein. Les graves, ils montent là-haut, là. Hein. Et ici, en plus, on n'a pas mis les séquelles et les devenir graves, ceux qui échappent au décès. Alors, comment est-ce qu'on compte tout ça? C'est compliqué parce que c'est beaucoup et c'est très varié. D'abord, combien, hein? Combien et comment? Alors, on a un certain nombre d'enquêtes. On met en place différents types d'enquêtes, hein, qui ont pour objectif de savoir combien ça fait, suivant la gravité, suivant le lieu, suivant le profil social, suivant la nature de l'accident, suivant le devenir, et en fonction de l'évolution également. Et donc, on a d'une part ce qu'on appelle les données de mortalité des bases des certificats de décès du CEPIDC. Le CEPIDC, c'est le centre d'épidémiologie des bulletins de décès, de déclaration de décès. Les bases de données hospitalières du PMSI, Programme de médicalisation du système d'information. À chaque fois qu'on va à l'hôpital, clac, il y a un petit morceau d'information qui est produit. Et puis des enquêtes transversales en population dont je ne parlerai pas aujourd'hui. Il y en a 4 ou 5 qui sont réalisées régulièrement en milieu scolaire, en population, etc. Alors quelques exemples de résultats. Ça, c'est les données de décès. Je suis content de confirmer que ce sont les décès de 2010, mais que comme ça évolue peu, les bases de 2011 et de 2012 sont en cours d'exploitation, et ça évolue assez peu d'une année sur l'autre. Le fameux 20 000, il est là. 20 851 décès par accident de la vie courante selon cette base et cette collection de données en 2010. Et ça fait à peu près 4% de la mortalité française générale, hein, puisqu'il y a à peu près 550 000 décès chaque année en France. Donc on a une chance sur 25 de décéder d'un accident de la vie courante. Hein. Également, les hommes, les femmes, et puis les jeunes et les plus âgés. Vous voyez, les 65 ans et plus, ça fournit dans les 14 000 décès, 5 000 plus 9 000. Et puis les moins de 15 ans, ils décèdent aussi d'accidents de la vie courante. Si vous faites la somme, ça fait à peu près 230 décès. Il y a 5 enfants de moins de 15 ans chaque semaine qui décèdent d'un accident de la vie courante. Voilà, je ne vais pas m'attarder là-dessus, c'est un camembert sur les grands types de causes de décès. Hein. Sur la partie droite, là, vous avez en bleu, violet, les chutes. Hein. À peu près la moitié des décès, des 20 000, c'est des décès par chute. La station debout nous coûte cher. Les chutes, ça recouvre énormément de choses. La chute dans l'escalier quand je descends, la chute d'une échelle, la chute à ski, la chute par la fenêtre, la chute en bricolant, etc. Et puis vous avez d'autres gros secteurs qui sont les décès par noyade, les décès par incendie, les décès par suffocation, et une myriade de petites causes, plus ou moins bien renseignées d'ailleurs dans les bases de données, qui font qu'on arrive à ce total de 20 000. Alors voilà un exemple que moi j'aime bien, c'est les décès par électrocution. La courbe, on a fait jolie là, voilà, parce que c'est assez bien documenté. Vous avez en abscisse, c'est-à-dire en horizontal en bas, les années. On est au début des années 80 à gauche, et puis là on est à 2006, je rassure, jusqu'à 2010 c'est pareil. Et on voit que ça a décru au cours du temps. Là il y a un cumul des décès par électrocution, que ce soit par accident de la vie courante et par accident professionnel. Hein, mais il y a à peu près la moitié de décès par accident professionnel et la moitié par accident de la vie courante. Ben, vous voyez qu'on est passé de 160-180 décès aux alentours des années 1980 à peu près 50-60 décès aux alentours des années 2005, 2008, 2010. Ça, on fournit souvent cet exemple-là parce que, alerte, voilà,
Parce qu'en réalité, il y a des cas où la prévention, l'organisation de la prévention sert à quelque chose. Et en somme, aujourd'hui, eh ben, il y a 80 décès par électrocution chaque année en France. Eh ben, il y a 30 ans, ben, il y en avait quand même 180. Donc on a gagné 100 vies, puis on les gagne chaque année, hein, grosso modo. Hein. Voilà. C'est un exemple sur les décès. Autre exemple sur les hospitalisations. Les hospitalisations pour brûlures sont bien documentées par le PMSI. C'est juste pour marquer, vous avez les âges en bas, là. Et puis, la répartition des DMS, alors c'est du jargon, c'est des durées moyennes de séjour, qui sont un indicateur indirect de l'âge des brûlés et de la gravité de la brûlure, on va dire ça comme ça. Hein. Et donc, on arrive assez bien à montrer l'évolution des durées moyennes de séjour, d'une part en fonction de l'âge, elle monte, tac, 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 ce qui tend à prouver que les hospitalisations pour brûlure sont plus graves chez les plus âgés que chez les moins âgés. Et d'autre part, il y a une courbe au-dessus et une courbe en dessous. Et puis une courbe au milieu. La courbe du milieu, c'est tous les endroits où on hospitalise pour brûlure. Et la courbe au-dessus, c'est les centres de traitement des brûlés, c'est-à-dire les centres de grands brûlés, qui en moyenne, du fait, indirectement on le montre ici, du fait de la durée de séjour hospitalière plus importante, à chaque âge, ça montre qu'ils prennent en charge des brûlés plus graves. Voilà, le type de résultats quantitatifs qui sont bien précieux. Et puis alors on a un deuxième niveau de souhait. Comment on fait, pas seulement pour compter, décompter, hein, global, mais avoir une connaissance fine des accidents de la vie courante, et notamment des accidents graves. Parce que derrière, il y a comment on fait pour les prévenir. Hein. Et là, c'est plus compliqué. Il faut savoir exactement quelles sont les circonstances qui, pour chaque type d'accident et chaque niveau de sévérité, ont mené au décès ou à l'hospitalisation. Et plus en amont encore, quels sont les profils fins, les facteurs de risque de survenue d'un accident avant qu'il ne survienne. Alors pour ça, on a d'autres types d'enquêtes qui sont plus compliquées que les précédentes. On a une enquête permanente sur les accidents de la vie courante et puis des enquêtes thématiques. Je vais dire quelques mots de l'une et des autres. L'enquête permanente sur les accidents de la vie courante, c'est une enquête qui est développée dans une dizaine de services d'urgence en France, 24 heures sur 24. Les gens qui viennent pour ACVC, on note le produit, l'activité, le lieu, le mécanisme. Je me suis brûlé, oui, mais avec quoi? Avec un barbecue, avec un feu de cheminée, avec un grille-pain, avec une cocotte minute. Eh ben, c'est la seule enquête qui fournit des informations sur les objets avec lesquels, qui interviennent dans 80% des cas dans la genèse d'un accident. Là, vous avez un exemple, les électrisations entre 2004 et 2011. Bon, c'est des estimatifs. Et puis c'était pour le plaisir de montrer là la répartition par âge, vous voyez, c'est les 0-4 ans tout à gauche là qui sont cerclés. Donc les électrisations qui motivent un recours aux urgences, ça touche surtout les petits-enfants. Voilà, donc dans les stratégies de prévention, on a des fondements pour dire qu'il vaut mieux, en tout cas sous un certain angle, cibler les petits-enfants. Alors ici, un autre exemple, les chutes de table allongées. On va s'intéresser juste sur le graphique de gauche là, où c'est les mois de l'enfant, les mois d'âge de l'enfant entre 0 et 2 ans. Alors on voit bien qu'il y a il y a un pic aux alentours de 10-12 mois. Hein. La fréquence la plus importante des chutes des tables allongées, oui, on le savait, mon bon monsieur, ma brave dame, mais non, mais pas tant que ça. Et ben voilà, c'est un chiffrage là. C'est quand l'enfant se tortille et commence à grandir, hein, que les inattentions des parents, qui doivent garder la main dessus, hein, la gardent pas assez souvent, et puis l'enfant chute et tombe sur le carrelage de la salle de bain ou sur la baignoire. Alors, autre exemple, j'aime bien celui-là aussi, les hyménoptères. Les hyménoptères, abeilles, guêpes, bourdons, frelons. Il n'y a pas beaucoup d'enquêtes hein, qui vous répartissent les piqûres en fonction du type d'hyménoptère. Et bien là, sur la dizaine d'hôpitaux, vous avez le camembert et la répartition des piqûres d'hyménoptères. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'après, des effets de gravité, comment on les prend en charge, qu'est-ce qu'ils deviennent, etc., etc. On a des informations de ce type. Alors, les enquêtes thématiques, voilà une liste de fous, là. Thématique parce qu'on rentre par le thème. Hein. On ne rentre pas par la prise en charge, l'hospitalisation, par le système de soins, les urgences, par un événement, le décès. On rentre par le thème. Là, le thème, c'est la noyade. Bon, alors on s'intéresse uniquement aux noyades. Donc on monte des enquêtes noyades. Alors on a fait noyade, défenestration, les décès chez les moins de 15 ans, les morsures de chiens, les traumas crâniens légers, les enquêtes sur les vélos, etc., qu'on peut assimiler aussi à d'autres... Malheureusement, alors, en général, quand on a une enquête thématique, on a beaucoup plus d'informations sur le thème. Ah voilà, c'est fait pour ça. Hein. Mais malheureusement, il y a des centaines de thèmes possibles. Ben non, on n'a pas monté d'enquête thématique sur les barbecues, sur les cocottes minutes ou sur les grille-pains.
Alors, exemple d'enquête sur les noyades. Bon, le graphique est un petit peu touffu. En bleu, là, vous avez les bâtons qui montent au fur et à mesure du temps entre 1999 et 2012. Vous avez l'augmentation du nombre de piscines privées en France. Hein, et donc, elles ont triplé pratiquement, multiplié par 2,5. Elles sont passées de 700 000 à 2 millions. Et puis, vous avez en rouge, tenez pas compte de la courbe verte, mais en rouge, la courbe lissée du nombre de décès d'enfants de moins de 6 ans en France dans les piscines privées pendant l'été. Hein, et ben, on est passé de quelque chose comme environ une vingtaine, 20-22 décès en 2000 à peu près une dizaine de décès en 2010-2012. Pour nous, ça c'est très précieux de montrer ça. C'est-à-dire qu'en même temps que le nombre de piscines privées était multiplié par 2,5 ou 3, le nombre, que la fréquentation probablement était du même ordre de grandeur, et ben, le nombre de décès d'enfants de moins de 6 ans ici, dans ces piscines privées, a été divisé par 2. Hein. C'est des niveaux de preuve indirects que les campagnes de prévention, peut-être, ont une certaine efficacité. En tout cas, il faut certainement continuer, parce qu'il y a encore des décès. Un autre exemple, là, les défenestrations, ça c'est chez les enfants de moins de 15 ans. Et oui, le beau temps arrive à partir du 15 mars à les Salmioches, et il y en a qui profitent pour passer par la fenêtre, hein, et qui se retrouvent, c'est dramatique, hein, 5 étages plus bas. Allez demander au réanimateur de l'hôpital Necker Enfants Malades à Paris, eh ben, y a de la casse, hein, y a vraiment de la casse. Donc on a fait un certain nombre d'enquêtes pour les chiffrer, et c'est quel type d'enfant, et c'est de quel étage, et c'est dans quel immeuble, et c'est dans quelles circonstances. Alors ils montent sur les coffres à jouets, ils montent sur le radiateur, ils échappent à la surveillance des parents, ils ouvrent eux-mêmes la fenêtre parce que la fenêtre est ouvrable par un enfant, etc., etc. Et ça fournit un certain nombre comme ça de résultats quantitatifs sur les circonstances de survenue de ces accidents dramatiques. Alors, là, je vais passer là-dessus. Rapidement, on met en place une étude détaillée des décès accidentels, accidents de la vie courante, hein, chez les enfants de moins de 15 ans. Pas seulement globalement, il s'est étranglé par le jeu du foulard ou assimilé, ou il est passé par la fenêtre, ou il a eu un accident dans la piscine, ou, etc. Mais avoir le détail, vraiment, la narration, la chronologie des circonstances accidentelles qui se sont succédées et qui ont conduit finalement au décès. Et ça se fait au Québec et en Grande-Bretagne. Hein, c'est des descriptifs avec les mots de tous les jours. C'est une rédaction, il s'appelle c'est ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça. Et on espère avec ça, de manière exhaustive, catégoriser, faire des typologies d'accidents mortels de façon à identifier les points au cours des événements, hein, sur lesquels on peut agir du point de vue de l'information, la formation, la réglementation, la prévention. Voilà, je poursuis rapidement. Voilà. Ici, c'est juste pour rappeler que la liste n'est pas du tout exhaustive. Il y a des kilotonnes de types d'accidents suivant les différents types d'entrées, par produit, par population, par événement. Il y a comment on choisit de s'intéresser tel thème ou tel autre. Juste un petit quatuor, là. On fait plutôt ceux qui sont et ou fréquents, et ou graves, et ou évitables, et ou à la mode. Voilà. Hein, et c'est la combinaison des 2 et des 4 et des 3 qui fait qu'on fait plutôt, de l'épidémiologie sur ces types d'accidents-là. Et ça nous mène à tout ça, avec, j'ai cité quelques partenaires qui sont au moins aussi nombreux que les types d'accidents, parce que vraiment là, je parle que de nous, mais énormément de gens s'intéressent aux accidents de la vie courante. C'est un petit peu désordonné, ça, il y aurait de quoi faire un peu d'organisation. Nous, on travaille beaucoup avec l'INPES, l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé. Je vais vous passer rapidement, pour ne pas être trop long et pas manger le temps de mes petits camarades, des exemples de campagnes de l'INPES, que je trouve ça assez mignon parce que c'est parlant. Voilà, les accidents chez les enfants depuis 1992, les accidents de baignade depuis 2004, il y a des campagnes annuelles qui sont faites, les accidents donc de défenestration, voilà, qui passent par la fenêtre, là, vraiment épatants, qui sont directement issus des enquêtes, hein, parce que c'est ça qu'on avait montré. Les accidents de vélo, hein, pas de héros sans casque, pas de vélo sans casque. On devrait dire ça à Vélib, hein, ou à Vélov. Hein. Ouais. Les accidents de ski, bon, le ministère des Sports en fait également des campagnes, inciter au port du casque, etc. Les accidents chez les personnes âgées, bien vivre, comment organiser son logement pour ne pas chuter, etc., etc. Les intoxications au monoxyde de carbone qui font partie des accidents de la vie courante, la prévention des incendies, ben oui, hein,
Et puis l'INPES a développé un site préventionmaison.fr qui est très intéressant. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Dr Tello, merci. Installez-vous. On va prendre 5 petites minutes pour discuter un petit peu de tout ça, pour essayer d'analyser tous ces chiffres, parce que donc on a parlé noyade, on a parlé brûlure, on a parlé chute, piqûre, et ça c'est quand même 20 000 décès par an, 3e cause de mortalité en France. Alors, Patrice Dalem, Guy Méral, je vais commencer par vous, une petite réaction sur ce qu'on vient d'entendre, sur ces chiffres qui sont quand même assez forts, et finalement on a l'impression que les Français n'ont pas vraiment conscience du danger qui est tout autour. Patrice Dalem. Comme d'habitude, oui. C'est-à-dire que nos concitoyens ne sont pas du tout préparés, en tout cas ils ne sont pas conscients des risques qui les entourent. Une loi de modernisation de la sécurité civile en 2004 essaie de planter le décor de la responsabilité citoyenne, c'est-à-dire monsieur tout le monde doit se former tout au long de sa vie, et effectivement être capable de se former. D'ailleurs il y a un article dans la loi qui impose à l'éducation nationale de former les élèves à l'école. L'éducation nationale aujourd'hui s'organise. 10 ans après la loi, elle n'est pas encore prête parce que ça demande une logistique, des infrastructures très, très difficiles à mettre en place. Mais en tout cas, aujourd'hui, effectivement, à la fois sur on va dire, la prévention par l'apprentissage des gestes qui sauvent, c'est une première étape, mais surtout, on n'est pas du tout prêt sur la prévention des accidents eux-mêmes. C'est-à-dire comment éviter l'accident. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas passé dans les mœurs. Alors à la Croix-Rouge, on a pas mal d'outils là-dessus, pour les personnes âgées, pour les jeunes, etc. Mais aujourd'hui, on prêche dans le désert, toute association confondue. On travaille beaucoup avec la Fédération des sapeurs-pompiers de France, qui aujourd'hui, avec nous, avec la protection civile, a envie enfin de faire promouvoir ces accidents de la vie courante comme grande cause nationale 2016 maintenant. Oui, non mais parce que justement on voit bien à travers ce qu'a dit le docteur Tello qu'il y a des actions de prévention qui sont menées. C'est pas comme si personne ne faisait rien. Et pourtant on a l'impression que les Français sont pas aussi sensibilisés qu'on voudrait. Comment on peut l'expliquer, Guy Méral ? C'est très simple. Vous dites qu'il y a des actions de prévention qui sont faites. Oui, beaucoup. Il y a beaucoup d'efforts qui est fait par beaucoup d'associations. Le seul problème, c'est que c'est au début qu'il faut commencer. Donc c'est à l'école. Et si vous regardez un petit peu le problème vous dites vous-même, l'éducation nationale, ça fait 10 ans qu'on en parle et on a à peine le temps déjà de commencer à faire des choses. C'est très difficile. Les programmes scolaires sont de plus en plus compliqués. On veut leur apprendre tout et en fait, ils n'apprennent rien. Je suis professeur de l'enseignement supérieur, donc moi je lisais après le bac, donc ça me dit quelque chose. Vous savez de quoi vous parlez ? Oui, je sais de quoi je parle. Et en fait, malheureusement, ils arrivent avec plein de choses, ils ont appris plein de choses, sauf que je dirais qu'on n'a pas appris l'essentiel. Et les actes élémentaires de secours, c'est pas la Croix-Rouge qui me démentira, c'est pas la protection civile ou les autres associations de secours. On arrive après la catastrophe. En prévention, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut faire de la prévention pour les gens qui passent leur diplôme, le PSC1, le PSE1 ou le PSE2. Mais c'est une minorité en France de gens qui passent les diplômes. Vous savez qu'on a fait une grande annonce, par exemple, sur les accidents de la route en disant pour passer son permis de conduire, il faudra avoir le minimum, le brevet de secourisme. En fait, il n'y a rien du tout derrière tout ça. C'est un peu comme pendant le recensement, les 3 jours qui sont devenus une journée d'appel à la défense. C'est pas l'heure et demie ou les 2 heures, c'est bien. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Oui, mais qu'est-ce que c'est qu'une heure et demie dans une vie ? C'est sûr. Il y en a 20 000 qui partent tous les ans en fumée, et puis 1 heure et demie, c'est rien du tout. Donc en fait, je pense qu'on veut tout faire, et en voulant tout faire, on fait rien. On saupoudre. Alors rapidement, est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter ? Régis Cousin, Céline Guilbert, Yann Châtelard, Muriel Boin, je vous garde pour tout de suite vu que vous allez intervenir, donc Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter là-dessus rapidement ? Ouais, je confirmerai ce qu'ont dit les collègues. C'est vrai que nous, la Fédération nationale, on a souhaité s'inscrire dans une démarche aussi de prévention à travers les accidents de la vie courante, parce qu'on est convaincu que par des messages simples, un certain nombre de messages, mais aussi des actions dans les écoles dès le plus jeune âge, on pourra faire en sorte qu'il y ait le moins possible de décès à l'avenir. Et c'est vrai que notre cible, c'est la jeunesse, par des actions quotidiennes. Et on doit être tous ensemble à défendre cette cause, chacun à notre niveau. Parce que c'est vrai que la loi de modernisation dit que le citoyen doit être acteur de sa propre sécurité. Et je pense que c'est quand tout citoyen aura compris ça,
et sera convaincu de ça et éduquera aussi ses enfants à la prévention des risques des accidents de la vie courante, qu'on arrivera à obtenir un résultat concret. Et malheureusement, tant qu'on n'est pas touché, c'est souvent difficile de prendre conscience avant que le pire n'arrive, bien sûr. On va continuer donc nos présentations avec Muriel Bouin. Vous allez donc nous parler des nouveaux outils justement qui sont mis en place pour la prévention du grand public. Je rappelle que vous êtes responsable prévention chez Calixis. Allez-y, et je vais vous donner un petit coup de main pour la technique. Merci. Oui, il faut que je redescende un peu le micro. Donc moi je suis Muriel Bouin, je suis responsable donc, du département prévention dans une structure associative qui s'appelle Calixis. Donc on s'occupe de prévention. Donc on travaille avec un certain nombre d'acteurs qui sont ou dans la salle ou sur la scène, donc on se connaît un petit peu tous. Ça marche. Donc j'ai essayé moi de faire un petit panorama de ce qui pouvait effectivement être un peu nouveau, être un petit peu peut-être plus efficace en termes de prévention. Comment est-ce qu'on peut justement sensibiliser le grand public à ces accidents domestiques, à ces accidents de la vie courante qui font donc autant de victimes. Donc je vous présente juste un tout petit peu ma structure. Donc on existe nous depuis 18 ans. On est à Niort, donc on a été créé pour les plus anciens d'entre vous. On s'est appelé pendant un moment le Centre européen de prévention des risques. Puis en 2008, on est devenu Calixis Pôle d'expertise du risque. Et on a renforcé un petit peu nos missions puisque on s'est installé dans un nouvel outil qui nous permet d'avoir un axe supplémentaire, c'est-à-dire de pouvoir nous adresser aux industriels de façon à rendre les produits eux-mêmes un peu plus sûrs, qui est un axe un petit peu dérivé de l'ensemble de nos travaux. On est donc une association de loi 1901, donc vous voyez un petit peu qui sont nos partenaires. Donc vous avez bien compris que si nous étions situés à Niort, c'est parce que nous sommes partenaires d'un certain nombre de mutuelles d'assurance qui sont très présentes à Niort. Et puis vous voyez un certain nombre d'autres acteurs. Donc on travaille sur 3 champs, les accidents de la vie courante, la nutrition santé et les risques naturels, avec particulièrement un risque auxquels sont exposés beaucoup de communes et beaucoup d'habitants français, ce sont les inondations. Alors on est un petit peu atypique dans le champ de la prévention puisqu'en fait on va être présent sur l'ensemble de la chaîne de prévention du lancement de programmes de recherche en passant par des observatoires, puisqu'on l'a vu avec le docteur Tello, tout ce qui va pouvoir améliorer la connaissance des accidents de la vie courante est important et est intéressant. Donc on a lancé, nous, le 17 novembre dernier, avec l'INSERM, une cohorte qui s'appelle Ma Vie, et avec nos partenaires des mutuelles d'assurance, qui va nous permettre donc d'en savoir un petit peu plus sur les accidents de la vie courante. Et on y reviendra un tout petit peu après, puisque je vous montrerai un petit film qui explique un petit peu mieux ce qu'on cherche à faire. Donc un laboratoire des usages, pour ceux qui sont coutumiers du fait, ça s'appelle aussi un living lab. Donc c'est la partie de nos activités qui s'adresse plus aux industriels. Et puis enfin, une partie qui sera plutôt de la formation, de la certification et de la sensibilisation du public. Alors si je rebondis un petit peu simplement sur ce qui vient d'être dit, effectivement, la perception des accidents de la vie courante en France, elle n'est pas très très évidente. Si on s'intéresse par exemple à ce que disent les mamans, en fait, elles ont une idée fausse des accidents de la vie courante, puisqu'elles pensent par exemple que ce sont les 0-4 ans qui sont le plus vulnérables. On verra qu'il y a une grosse partie d'accidents de la vie courante qui malheureusement vont toucher les seniors de plus de 65 ans. C'est un sujet qui leur paraît important, mais pour autant, elles pensent que ça n'arrive qu'aux autres, qu'elles sont suffisamment informées et bien préparées à ces risques, et elles imaginent que ces risques-là sont maîtrisables, donc évitables. Si elles nous disent, par exemple, elles nous disent si on surveille, on peut les éviter. C'est du bon sens. On est chez nous, c'est un environnement qu'on connaît. Donc ça, ce sont des chiffres qui sortent d'un baromètre qui avait été fait par le GEMA en mai 2013. Donc vous voyez que ce sont des choses assez récentes. Et puis si maintenant on s'intéresse à la vision des seniors, on va retrouver exactement les mêmes choses.
Dans l'idée, c'est, par exemple, 67% des personnes âgées ne perçoivent pas qu'une chute puisse être mortelle. Donc là, on a vraiment un travail d'information vraiment sur la base des chiffres, la base des dangers, la base des risques, qui semble intéressante, puisqu'en fait, ils redoutent plus d'être agressés dans la rue que finalement d'être blessés chez soi, alors que quand on regarde la réalité des chiffres, ben évidemment, c'est exactement tout l'inverse qui se passe. L'absence de besoin est perçue comme le premier frein à l'aménagement du logement. C'est-à-dire que changer sa douche, remplacer sa baignoire par une douche, ben c'est bien, mais pour mon voisin. Moi, j'en ai pas besoin, parce que de toute façon, je suis encore tout à fait en forme. Donc à partir du moment où il n'y a pas de besoin, c'est un petit peu compliqué. Et en fait, on sait que seul un quart des plus de 70 ans ont déjà commencé à faire des travaux d'aménagement de leur domicile chez eux. Donc vous voyez bien qu'il y a une vraie distorsion entre finalement la réalité des chiffres et la perception des familles, des personnes âgées, de l'ensemble des Français, puisqu'effectivement, on n'est pas dans une culture pro-prévention et on a toujours du mal à faire passer les gens dans la réalité des chiffres. Alors, qu'est-ce qui nous reste aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a comme outils disponibles possibles? Alors, vous allez voir que ces nouveaux outils qu'on a essayé de chercher, ils sont quand même assez en lien avec les nouvelles technologies. Donc on a des choses qui sont très différentes, alors des serious games, des applis téléphones, parce qu'on se sert maintenant évidemment beaucoup de nos téléphones. Comment est-ce qu'on peut se servir des réseaux sociaux, des petits programmes courts à la télévision, parce qu'on sait que la télévision, ça touche évidemment un grand nombre d'entre nous, des sites internet. Comment est-ce que tout ça peut s'articuler? Qu'est-ce qui fonctionne moins? On va essayer de faire un petit tour de l'ensemble de tout ça. Le Serious Game s'est apparu il y a à peu près maintenant moins d'une dizaine d'années. Donc c'est l'apprentissage d'un certain nombre de réalités de notre vie quotidienne, ou pas d'ailleurs, qu'on peut retrouver sous l'appellation de jeu. C'est-à-dire que ce sont des jeux sérieux. Donc on a un dispositif de jeu, mais on est sur des problématiques de notre vie quotidienne. Alors j'en ai trouvé quelques-uns, il y en a plein d'autres, hein. Je ne suis pas exhaustive dans mes recherches, mais ceux-là nous semblaient plutôt pas mal. Donc là, il y a les domosaures, donc là ça s'adresse plutôt aux enfants, donc on va jouer à chercher dans des situations de la vie quotidienne quels peuvent être les dangers, par exemple. Il y en a d'autres, c'est la famille zéro dégâts, mais ça existe alors pas seulement pour les enfants, ça peut aussi très bien fonctionner pour des personnes âgées. Il y en a un qui s'appelle par exemple Prévichute, qui va plutôt s'adresser à des personnes âgées. Et puis on en a d'autres qui sont plutôt sur des cibles, plutôt là encore enfants, ça s'appelle la petite maison de l'horreur. Et là on est aussi dans la peau d'un détective qui doit chercher quelles sont les situations à risque. Donc finalement, on va essayer de sensibiliser et d'attirer le public par le jeu, par des activités un petit peu ludiques, pour les amener à réfléchir à des choses que peut-être ils peuvent ensuite transposer dans leur vie quotidienne. Deuxième possibilité, on a tous des téléphones maintenant extrêmement sophistiqués qui nous permettent de télécharger des applications. Alors les applications, elles peuvent être des applications de GPS, des applications qui nous permettent de faire des tas de choses. Et puis il y en a certaines qui sont liées à la prévention. Donc j'en ai trouvé deux, mais il y en a probablement plein d'autres. Pas d'accident dans ma maison, et puis Qui sauve qui est en lien avec les situations justement portée secours. Comment est-ce qu'on peut améliorer les premiers secours? Là, il suffit de se rendre dans l'endroit sur le téléphone où on achète les applications, ou pas d'ailleurs, puisque ces applications-là, par exemple, elles sont gratuites. Donc il suffit de chercher dans son téléphone quelles sont les applications qui vont parler de prévention des risques. On en trouve, et là c'est pareil, c'est assez fréquemment des choses un peu ludiques qui nous permettent, à nouveau par le jeu, d'être un peu sensibilisés à la prévention des accidents de la vie courante.
Après, on a les réseaux sociaux. Alors, effectivement, les réseaux sociaux, l'idée sur ces réseaux sociaux, c'est un nouveau mot qui intervient, ça s'appelle faire le buzz. Alors, faire le buzz, c'est poster quelque chose sur des réseaux de façon à ce que ce soit original et de façon à ce que, finalement, les internautes eux-mêmes ou les possesseurs de téléphones puissent s'échanger une information. Et si, en plus, cette information elle est un petit peu décalée, on se rend compte que les internautes, ça va bien fonctionner parce qu'ils vont se passer ce petit film, cette petite image. Et en règle générale, ça marche plutôt très très bien. Alors là, je vais avoir besoin d'une petite assistance pour vous montrer. Donc, je vous parlais tout à l'heure d'une cohorte scientifique qui s'appelle l'Observatoire Ma Vie. Et je vais vous montrer voilà, ce qu'on a fait, nous, sur les réseaux sociaux. Alors, on est parti loin, là. Alors, c'est pas ça, hein. Vous allez voir, vous allez avoir beaucoup plus chaud, d'un coup, si ça fonctionne. Voilà. Alors, on va essayer de la remettre. Voilà. On a un peu cassé le... Voilà, alors ça commence plutôt bien. Alors je vous avais dit, la température monte. Participez à l'étude. Rejoignez la communauté de l'Observatoire Ma Vie. Super. Donc voilà, l'idée avec ce petit film, donc je vous en ai pris qu'un, il y en a 2 autres. Donc là, j'espère que j'ai attisé votre curiosité et que vous allez aller voir les autres ensuite, qui sont de la même qualité et qui sont toujours aussi décalés. Donc l'idée, c'est qu'effectivement, on a trouvé ça plutôt marrant, donc on va le transmettre. Alors soit par l'intermédiaire des tweets, soit par plein de méthodes. On va le transférer à notre réseau d'amis sur Facebook, etc. Et finalement, ça va se transmettre de l'un à l'autre. C'est comme un bouche à oreille, mais qui serait virtuel en fait. Et c'est vrai que ça commence à pas mal fonctionner. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que vous pouvez, vous tous dans la salle, vous inscrire à notre observatoire, puisque c'est gratuit. On a besoin d'un maximum de gens pour participer à notre étude. Et c'est une étude qui va vraiment nous amener des informations importantes sur la circonstance de ces accidents. Donc vous avez vu comment est-ce qu'on peut faire le buzz sur les réseaux sociaux. Après, il y a des choses qui fonctionnent plutôt pas mal aussi, c'est des sortes de blogs. Alors j'en ai sélectionné 2, il y a par exemple Magic Maman, où par exemple on s'échange beaucoup de trucs et astuces entre mamans, par exemple ça peut être sur plein de choses, mais il y a aussi pas mal de messages sur la prévention. Et puis, on a des choses qui fonctionnent aussi très très bien. C'est un blog qui a été lancé par le GEMA qui s'appelle Les Mamans Assurent, où là aussi, on va demander à des mamans de partager entre elles leurs bonnes pratiques de prévention et de plein d'autres sujets. Donc ça, l'utilisation des réseaux sociaux, c'est quelque chose qui fonctionne assez bien. Par contre, il faut savoir les utiliser de façon à ce que ce soit efficace. Les programmes courts, là, ce sont des petits programmes qui, en général, passent juste avant le début du film, après la météo, et donc là où il y a en fait un maximum de gens qui regardent. Et il arrive que certaines années, on soit sollicité pour participer à un certain nombre d'entre eux. J'en ai un là que je peux montrer éventuellement, dont vous vous souvenez peut-être. Alors c'est dans le cœur. C'était un petit programme qui s'appelait Soyons prévoyants. Aujourd'hui, Christophe est avec Jacques, qui n'est pas toujours très prudent. Et pourtant... Il y a plus de 9000 décès suite à des chutes chaque année en France. Regardez où elle est, cette cocotte. Jacques, on a frôlé la catastrophe, là. La catastrophe, ça serait que ma femme n'ait pas la cocotte dans les 5 minutes. Oui, mais pas besoin d'aller à l'hôpital non plus. Donc pensez à réaménager vos placards pour avoir à portée de main tous les objets dont vous avez besoin au quotidien. Jacques. Et pour les objets en hauteur, équipez-vous d'un escabeau ou d'un marchepied sécurisé. Bon alors, on parle ou on m'amène ma cocotte? C'est lui qui voulait me la voler. Ah bon?
Être prévoyant, c'est réaménager vos placards pour avoir à portée de main les objets dont vous avez besoin tous les jours. S'équiper d'un escabeau ou d'un marchepied sécurisé pour atteindre les objets en hauteur. Mon conseil en plus, vérifiez toujours la stabilité de votre escabeau ou marchepied. Voilà, peut-être certains d'entre vous vous souvenez de ces petits programmes-là. Alors après, donc là, il y avait celui de l'INPES aussi qui s'appelait La Maison de Victor et Léa. Et puis il y en a un autre qui s'appelle Mille et une questions de santé, qu'on voit de temps en temps. Bon, c'est plutôt assez bien fait. C'est souvent un peu décalé au niveau du ton. Et c'est vrai qu'on apprend souvent des petites choses en les regardant, donc c'est plutôt pas mal. Après, on a très classiquement, je dirais, des sites internet. Alors, j'ai repris justement la maison de l'INPES qu'a montré Bertrand Tello tout à l'heure. Il y en a d'autres. Il y a celui de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers qui s'adresse peut-être un petit peu plus aux enfants. Il y a Stop aux accidents de la vie courante. Il y en a un certain nombre qui fonctionnent plutôt pas mal. Donc ça reste des dispositifs quand même assez classiques. Et puis on a maintenant des dispositifs qui sont un petit peu étonnants. Donc j'en ai sélectionné 2. Je vais essayer de vous les montrer aussi. Donc là, c'est vraiment très très lié. Alors on va regarder la vidéo de gauche, s'il vous plaît. Donc là, c'est en fait une publicité de Volkswagen. Donc ça se passe à Singapour. Donc les gens s'installent classiquement dans le cinéma. Voilà, on va les laisser s'installer. Donc il y a un petit dispositif dans la salle de cinéma. Et la projection commence. Alors vous savez, avant le film, on a toujours des petits programmes. Voilà. On se retrouve conducteur en fait. Alors là, tous les gens reçoivent, à un moment donné, un SMS. Toute la salle. Donc tout le monde est allé voir sur son SMS, sur son téléphone, ce qu'il avait reçu. Et là, après, vous voyez, il y a un silence, mais vraiment assez troublant. Et donc, le message de prévention, c'est de dire, on vous rappelle qu'il faut garder les yeux sur la route. Et je crois que quand on a vécu cette expérience-là, eh bien, je crois qu'on en ressort différent. Donc si on pouvait avoir ce même type de dispositif pour les accidents de la vie courante, mais nous on en rêve tous les jours, mais je crois qu'effectivement on peut rêver, mais ça arrivera un jour. Et puis je vais vous montrer un deuxième, si mon opérateur-chef veut bien, alors c'est celui qui s'appelle Sortie en mer, donc c'est aussi une publicité pour des vêtements marins. Et alors là, c'est un dispositif qui s'appelle de la vision subjective. Et Charles? Ouais. Eh, quelle belle journée, là. Oh. Ouais. Ça va? Ouais. Tu prends la barre 2 minutes? T'es sûr, là? Ouais. Tu le sens bien? Ok. Allez. Oh là là. Quoi? Je fais quoi, là? Qu'est-ce qu'il y a? Julien! Quoi? Attention! Alors voilà, donc là l'idée, c'est que vous avez votre souris dans la main droite, et en fait il faut scroller, c'est-à-dire appuyer sur la souris, pour maintenir celui qui est tombé dans l'eau à la surface. Donc au bout d'un moment, je l'ai fait plusieurs fois, je vous assurer qu'au bout d'un moment on n'en peut plus. Donc eh ben, au bout d'un moment, on va glisser dans l'eau et voilà. Donc je vous engage à aller le voir, hein, il est sur internet, ça s'appelle Sortie en mer. Il est impressionnant de réalisme. Et là encore, donc le message de fin, c'est de dire portez un vêtement de secours lorsque vous êtes en bateau. Et honnêtement, je trouve que c'est vraiment très très efficace en matière de prévention. Ces dispositifs-là, donc effectivement, ils fonctionnent, mais ils sont quand même assez chers.
On peut quand même se dire que des dispositifs plus classiques restent tout à fait efficaces. En direction des enfants, on l'a dit tout à l'heure, et j'adhère absolument avec ce qui s'est dit précédemment, les enfants sont un formidable vecteur de prévention parce que ce sont ensuite des ambassadeurs chez eux pour mettre en place des solutions. Et puis j'avais juste une dernière petite vidéo qui est toute courte dans les images, là encore. Voilà, ça ce sont nos ateliers à nous. Voilà, mais je crois que le maître mot, c'est qu'effectivement, l'ensemble des personnes qu'on va sensibiliser soient acteurs, de façon à ce qu'ils puissent ensuite reproduire le bon comportement chez eux. Donc donnons-leur aussi des conseils qui soient réalistes et essayons malgré tout d'abord de mieux comprendre ce qui se passe autour de la circonstance des accidents. Merci de votre attention. Merci beaucoup Muriel Boin. Installez-vous. Bon, vous voyez, je suis obligé un petit peu de presser nos intervenants parce que malheureusement, il y a un timing, mais bien sûr, ils sont à votre disposition à la fin de la conférence si vous voulez leur poser des questions ou avoir des petites précisions. Guiméral, Patrice Dalem, la première chose qui me vient quand je vois ça, c'est que c'est très bien, c'est très moderne, mais est-ce qu'on est obligé d'aller dans le ludique, dans l'interactif pour intéresser les gens ? Mais en fait, on s'aperçoit qu'avec le temps, la prévention, c'est Calixis le fait depuis des années. D'autres passent des messages et force est de constater qu'il n'y a pas grand-chose qui avance. C'est-à-dire que, vous, par exemple, la sortie en mer, vous louez un bateau et vous passez le film juste avant que la personne loue le bateau. C'est sûr que ça va jeter un froid et les passagers vont être peut-être plus réceptifs au message. Maintenant, vous passez ça comme ça, vous partez en mer dans un mois, je veux dire, c'est passé à la trappe. Le problème aujourd'hui, c'est sur les messages de prévention, comment fait-on pour provoquer le déclic ? J'entends le déclic, c'est que la personne se dit « Ah merde, là ils ont raison, il faut que je passe à l'acte et que effectivement je me forme, que je fasse attention, bon, pour les personnes, pour les seniors, faire en sorte de nettoyer un petit peu tout ce qui traîne pour éviter les chutes. Pour les enfants, effectivement, être plus attentifs. Enfin, il y a énormément de messages qui passent, peut-être trop d'ailleurs, parce qu'il y en a pléthore, on en voit partout, il y en a des milliers et des milliers. Mais ce n'est pas pour ça que les gens adoptent une attitude qui aura changé leur comportement. Ça, c'est pour l'instant, on est au point zéro. À la Croix-Rouge, on a monté une petite formation d'1 heure qui est intégrée au PSC1, la prévention et secours civique de niveau 1, sur la sensibilisation aux catastrophes naturelles. Les gens trouvent ça très sympa, ils trouvent ça super. Maintenant, combien d'entre eux auront changé d'attitude après cette formation? Je n'en sais rien. Et aujourd'hui, c'est toujours la vraie question. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les gens, à un moment donné, soient touchés vraiment et adoptent un autre comportement? Et la route, je termine pour la route. La route, on nous dit, bon, ça fait des années qu'on passe des messages. Ce qui a réduit le nombre de morts sur la route, c'est les radars. C'est clair, c'est pas autre chose. Tant qu'on a fait de la prévention, on était sur des chiffres stagnants. Dès qu'on est passé sur les radars, on a fait baisser significativement les statistiques. Donc aujourd'hui, comment fait-on pour déclencher le déclic? Et ça, je ne sais toujours pas. J'en profite pour vous dire qu'on va vous donner la parole dans quelques minutes. Guiméral va intervenir. Donc si vous avez des questions, surtout préparez-les bien. Il y a un micro qui va passer dans la salle. Est-ce que vous pouvez répondre à la question de Patrice Dalem? Je crois que oui, je crois que je peux lui répondre à Patrice. On a un problème qui est un problème culturel. Si vous regardez, moi j'ai fait des études avec la protection civile du Danemark. Je suis allé plusieurs fois au Danemark. Pourquoi au Danemark, il ne se produit pas le même type d'accident, moins de proportions que chez nous, etc. Parce que les gens ont en eux une rigueur, qu'on appelle la rigueur germanique ou du nord de l'Europe, et on s'aperçoit que nous qui sommes plus latins, on est beaucoup moins rigoureux. Donc il y a déjà aussi, et là je reviens encore à l'école, il faut apprendre la rigueur aux gens. Et si on a de la rigueur, pourquoi quand vous êtes à Copenhague,
personne ne traverse tant que le petit bonhomme il n'est pas au vert, alors qu'à Paris tout le monde traverse n'importe quand, etc. Donc je pense que c'est vraiment un problème de culture, c'est un problème d'éducation, c'est un problème de rigueur. Moi, quand j'avais des enfants, un jour, j'ai acheté au BHV un truc pour pas qu'on ouvre les portes des placards en bas, parce qu'il y a les produits d'entretien, produits de traitement. Bon, eh bien, je suis allé chez plein d'amis et personne n'avait ça. Je veux dire que, donc, je pense qu'il y a aussi la culture personnelle, que ce soit les gens de la Croix-Rouge ou de la Protection civile, on est tous tellement en phase d'accidents stupides, que ce soit de la circulation ou de la vie courante. On voit bien, nous, les dégâts, parce qu'on est secouriste et parce qu'on est sur le terrain en permanence. Donc on voit les dégâts, mais la plupart de la population ne voit pas les dégâts. Personne pourquoi à Paris les gens ne traversent pas quand il faut, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vraiment un problème, je pense, culturel, c'est un problème de rigueur, c'est un problème d'éducation, et c'est là que je vous dis toujours, mais qu'est-ce qu'on apprend aux gens? Qu'est-ce qu'on leur apprend? Est-ce qu'il y a des questions dans la salle par rapport à ça? Ou pas? C'est clair pour l'instant, personne n'a envie de donner son avis, de poser une question. Bon, alors on continue. C'est vrai que c'est assez évident, donc du coup, il n'y a pas à en dire plus sur ça pour vous. Quoi qu'il en soit, est-ce que chaque association, chaque fédération, chacun d'entre vous ici, vous pouvez agir et comment? Régis Cousin, Céline Gilbert, Yann Chatelaar, comment chacun d'entre vous, là, vous pouvez faire que les Français traversent au rouge? Traverse au vert, pardon, d'ailleurs, pas traverse au rouge, surtout pas. Alors au niveau de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers, on est en train de développer un certain nombre d'outils à destination des sapeurs-pompiers pour qu'ils aillent de plus en plus dans les écoles pour faire des actions de sensibilisation. On est persuadé que ça doit passer par de la mise en pratique, par des exercices, parce que c'est en faisant les gestes que les enfants en fait vont mieux le retenir et vont avoir le bon réflexe le jour où l'accident arrive. Donc, alors il y a un certain nombre d'actions qui se développent. Tout à l'heure, Madame Gouin a montré le site zoops.fr, donc avec des petites vidéos ludiques sur différentes thématiques. Donc pour l'instant, on en a sorti beaucoup sur l'incendie domestique. Ça, j'en parlerai tout à l'heure. On a créé en fait des jeux pour aller faire des ateliers dans les écoles, des ateliers tournants dans les écoles primaires. Et puis, les sapeurs-pompiers aussi développent ce qu'on appelle l'information préventive au comportement qui sauve, qui est une action qui est beaucoup développée au sein des collèges, où on va sensibiliser l'ensemble déjà des personnels du collège, mais aussi un certain nombre d'enfants par classe, qui seront des assistants sécurité et qui seront en fait à même de pouvoir réagir en cas d'accident, de n'importe quel sinistre que ce soit. Et ce type d'action a permis de faire ses preuves, puisqu'il est arrivé, par exemple, que ces enfants qui avaient suivi ces 2 heures de formation dispensées par des pompiers rentraient de l'école, étaient dans un bus, et il y a eu un accident. Et le conducteur, en fait, a été complètement paniqué et n'a pas su réagir. Le bus, en fait, était à cheval entre le fossé et entre la route, prêt à basculer. Et les enfants ont eu tous le réflexe, ceux qui étaient formés en tant qu'assistants sécurité, de faire évacuer les élèves par le bon côté, de se mettre sur le bas-côté de la route, assis bien à l'abri, alors que en fait, l'adulte, qui était le conducteur, était complètement paniqué. Et ce n'est pas une situation qu'on leur avait appris, c'est juste parce qu'on leur avait donné les outils pour le faire, ils étaient capables de s'adapter à n'importe quel accident, n'importe quel sinistre que soit. Oui, ça revient à ce qu'on disait, donc c'est former les gens depuis leur plus jeune âge, tout simplement, parce que les adultes sont un peu plus difficiles à convertir, je dirais. Docteur Tello, vous avez une réponse à faire également sur comment on peut civiliser les Français, entre guillemets, sur ces questions-là? Oui, à 2 niveaux. Il y a plusieurs axes pour faire en sorte qu'il y ait moins d'accidents et que les accidents qui surviennent soient moins graves. L'axe qu'on est en train de discuter actuellement, c'est l'axe comportemental. Voilà. On peut quand même dire que ce n'est pas le seul, n'est-ce pas? La diminution des décès par électrocution ne doit rien au changement de comportement. C'est simplement parce qu'on a pris des mesures pour fabriquer des installations électriques. Maintenant, même un enfant turbulent, et quel enfant n'est pas turbulent, ne s'électrocute plus avec les installations électriques d'aujourd'hui par rapport à il y a 30 ans. Donc il y a de l'efficacité dans la prévention passive structurelle. Voilà. Maintenant, sur le comportement, oui, une petite mention optimiste. Les 2 mentions même. Les ports du casque à ski et à vélo.
qui, à la suite, pour le ski, d'études remarquables de médecins de montagne qui mesuraient les accidents avant, ont montré que les ports du casque à ski étaient efficaces, ont conventionné avec l'école de ski français, ont fait en sorte qu'on ne pouvait plus prendre une leçon d'école de ski français sans avoir le casque. Et puis maintenant, c'est très tendance d'avoir son casque, et on a mesuré après, il y a 2 fois moins de décès et d'accidents graves à ski, parce que les enfants, et plus seulement les enfants, portent un casque à ski. Voilà un exemple de comportement qui s'est étalé sur 20 ou 25 ans, et dont on a la preuve que ça a été efficace en termes de diminution d'accidents graves à ski. Pareil pour les casques à vélo, quand vous rencontriez un cycliste avec un casque sur la tête en 2005, on va dire, c'était forcément un Suisse à Paris. Voilà. Alors que maintenant, les études montrent qu'il y a de l'ordre de 20, 25, 30% de gens qui portent un casque à vélo. Ça, c'est des changements de comportement, on n'a pas le temps de détailler ici, mais qui ont été induits de différentes manières. Autre exemple que j'aime bien également, c'est la reconnaissance à travers les enquêtes noyades dont on parlait tout à l'heure, de l'intérêt de savoir bien, tôt, nager. Tôt et bien, le plus tôt possible et le mieux possible. Un champion olympique, il va quand même avoir moins de chances de se noyer lors d'une tempête, que quelqu'un qui ne sait pas bien nager. Or, il y a aussi des mesures qui sont récentes, qui ne sont pas encore publiées, mais c'est en cours, de la capacité à nager chez les enfants à différentes tranches d'âge. Et bien là, quelque part, probablement l'éducation nationale fait de mieux en mieux son travail. C'est-à-dire qu'on mesure que plus les classes d'âge arrivent, plus elles sont, on leur apprend à nager. Et on peut conjecturer que c'est moins du comportement que de la capacité, que dans 10, 20, 30 ans, il y aura moins de noyades, et de noyades à conclusion de décès, parce que l'ensemble de la population sera mieux nager. Voilà, je trouve que c'est plutôt optimiste, il y a quelques éléments comme ça. Bon, ben c'est bien déjà d'être optimiste. On va continuer donc avec Régis Cousin, président de la Fédération française des métiers de l'incendie. On va commencer donc avec un retour sur les étapes de la loi Morange et vous enchaînerez ensuite avec un comparatif international sur la mise en place des détecteurs avertisseurs autonomes de fumée. Je vais vous laisser œuvrer. Merci, bonjour à vous tous. Donc Régis Cousin, je suis le président de la Fédération française des métiers de l'incendie. Donc juste très rapidement, la FFMI aujourd'hui fédère les industriels et sociétés de services qui œuvrent dans les métiers de la sécurité incendie. Ça représente environ 300 entreprises, 25 000 emplois et 3 milliards d'euros d'activité. Et nous occupons aussi bien de camions pour les pompiers que des extincteurs, que du désenfumage, du compartimentage, mais également aujourd'hui, c'est le sujet des détecteurs autonomes de fumée. Voilà. Alors, le contexte réglementaire. C'est un sujet qui est très très ancien, puisque les premières discussions pour aller vers une voie d'équipement remontent aux années 90. Et la première fois qu'il y a eu un débat à l'Assemblée, c'était en 2005. J'étais dans l'hémicycle et il a fallu attendre néanmoins 2010 pour que la loi soit votée. Vous voyez déjà le temps mesuré, c'est assez franco-français, c'est vrai ces débats, mais relativement long. Je tiens à souligner une chose, parce qu'on parle beaucoup de comportement, et effectivement, la voie réglementaire a été choisie, mais après de nombreux débats. Il y avait de nombreux parlementaires qui optaient plutôt vers une logique d'adhésion que de contrainte. C'est in fine la logique de contrainte qui a été retenue, sachant qu'aujourd'hui, on ne peut que déplorer l'absence de sensibilité de nos concitoyens au risque incendie. Donc 2010, c'est le vote de la loi. La loi fait appel à un décret. La loi prévoyait, dans sa grande sagesse, une période pour pouvoir s'équiper qui était prévue à 5 ans. Malheureusement, le top départ a été donné donc en 2010, mais la loi, pour être applicable, renvoyait un décret. Le décret a mis 1 année à sortir, il est sorti en 2011. Et ce décret, pour être applicable, faisait appel à un arrêté. Le dit arrêté n'a été publié qu'en février, le 5 février 2013. Et en fait, c'est le vrai top départ pour connaître exactement les exigences à satisfaire pour pouvoir s'équiper, notamment en termes de définition de produits.
Nous sommes en 2013, il ne reste que 2 ans. Entre-temps, il y a une évolution souhaitée d'une manière générale sur le logement qui amène une modification de l'obligation d'origine de la loi par la publication de la loi Allure en mars 2014. Donc en fait, c'est in fine en mars 2014 que l'on a su intégralement quelles étaient les exigences à respecter pour s'équiper. Donc le délai de 5 ans a été ramené à 1 année, en provoquant, vous pouvez vous en douter, effectivement, quelques tensions sur les circuits d'approvisionnement, même si ceux-ci avaient été largement anticipés par les professionnels que je représente. Que dit l'arrêté de 2013 ? L'arrêté de 2013, en fait, rappelle qu'il faut au moins un DAF, donc un détecteur pour équiper le logement. La quantité, c'est un minimum. Il n'y a pas de quantité maxi et il n'y a pas de lieu d'indication particulier qui soit noté dans l'arrêté. D'autre part, il impose que le produit ait quelques caractéristiques. Et la première d'entre elles, mais en fait ce n'est qu'un rappel, que le produit soit marqué CE avec une conformité à la norme européenne harmonisée EN 14604. Ça sera détaillé ultérieurement les aspects normatifs et de certification par M. Yann Chatlar. Donc je ne vais pas empiéter, mais il y a un distinguo qui est très important à faire, et je vais le faire ici tout simplement sur la conformité du produit pour sa mise sur le marché. Si c'était un médicament, ça serait l'autorisation de mise sur le marché. En l'occurrence, le détecteur de fumée pour logement domestique, pour qu'il puisse être commercialisé, il doit être marqué CE en respectant la norme européenne EN 14604. C'est le minimum pour la libre circulation en Europe. Ce n'est pas pour autant suffisant pour répondre aux exigences portées par l'arrêté de 2013. En effet, sur recommandation de la CSC, il avait été remarqué, et notamment suite à de nombreux prélèvements faits par l'UFC Que Choisir, ou le 60 millions de consommateurs, que le simple marquage CE ne pouvait pas garantir, je dirais, la bonne aptitude à l'emploi des DAF. Et donc avait été recommandé d'aller au-delà des obligations du marquage CE. C'est ce qui a été fait dans l'arrêté de 2013. Il exige le marquage CE, mais il exige en complément que les produits aient un contrôle durant, on va dire, leur vie. C'est-à-dire que tout simplement le marquage CE est un contrôle lors de la certification. L'arrêté de 2013 exige que non seulement le produit soit bon lorsqu'il a été testé, mais que toute évolution du produit soit tracée et autorisée par le certificateur. C'est pour ça qu'il faut faire très attention et prendre garde à ce que vous pouvez trouver dans le commerce. Dans le commerce, réglementairement, un simple produit CE n'est pas répréhensible. Il répond à son exigence pour la mise sur le marché. Par contre, pour satisfaire aux obligations réglementaires d'équipement des logements, il faut absolument que le produit puisse satisfaire l'arrêté de 2013. Et aujourd'hui, ce sont des marques de qualité telles que la marque NF qui permettent de vous garantir la satisfaction aux exigences de l'arrêté de 2013. Que pouvons-nous dire au niveau des incendies et des morts par incendie ? Le docteur Tello parlait des 20 000 morts par accident domestique. En fait, la part de l'incendie est communément retenue à 800 décès annuels. Ces 800 décès annuels, ce qui est intéressant de noter, à 95%, 90-95% sont à déplorer aujourd'hui dans l'habitation. Présentement là où la réglementation était la moins présente et qui vient juste de rendre obligatoire d'équipement les logements. Donc 5 à 10% des décès, donc environ une cinquantaine de décès, sont à déplorer dans les autres types de bâtiments. Donc on se rend compte que le modèle français de sécurité incendie basé sur un homme, un matériel, une doctrine, a réussi à contenir aujourd'hui le risque incendie, sauf dans la partie habitation. On en revient au débat lorsque la loi a été votée, doit-on passer par une voie de contrainte ou d'adhésion ?
on s'aperçoit qu'il n'y a pas tellement d'autres possibilités que la loi de la contrainte. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'incendie est devenu une affaire de spécialistes. Et les spécialistes, comme tout domaine, je dirais très, très restreint, il n'y a plus de culture partagée. Si vous faites un micro-trottoir là, en sortant dans la rue et que vous interrogez les gens à la volée en leur demandant quels risques redoutent-ils, suivant leur passé récent, ils vont vous dire, en l'occurrence, on va dire le risque d'attentat, partagé par nous tous. S'ils reviennent du sud de la France, de l'automne, la période automnale, ils vont dire les risques d'intempéries. Ils sont venus en voiture, le risque routier. Ils ont voyagé en Afrique, le risque sanitaire. Mais le risque incendie ne sera malheureusement jamais cité. Ou s'il est cité, c'est parce que la personne, par elle-même ou par un proche, a eu malheureusement à le vivre. Et dans ce cas-là, il sera cité de manière prioritaire. Donc, moralité, pourquoi je m'équiperais contre un risque que je ne perçois pas? On en revient malheureusement à l'obligation et non pas à l'adhésion. Néanmoins, si l'on veut que tout le monde puisse, je dirais, adhérer, il va falloir que nous tous, et y compris les médias, alors c'est là où le bas blesse un peu, puissent accompagner les messages de prévention. Que pouvons-nous dire aujourd'hui par rapport au taux d'équipement? Le taux d'équipement, à l'heure actuelle, grimpe en flèche. Début décembre, il y a eu une réunion semi-publique à l'Assemblée, à l'initiative de Martine Linière-Cassou et Damien Meslot. Et globalement, nous, professionnels, industriels, nous pouvions estimer que le taux d'équipement des Français était de l'ordre d'une dizaine de %. Au 8 mars, nous l'estimons à environ 40 %. On pourrait considérer que ce chiffre est faible. Il ne l'est pas tant que ça dans l'absolu, bien évidemment. On n'est pas à 1 sur 2. Mais par rapport à des pays qui ont adopté, bien avant la France, des obligations, je pense notamment à la Grande-Bretagne, le taux d'équipement au moment où la date fatidique était arrivée était sensiblement identique. Donc on peut considérer que le comportement français est dans la moyenne européenne. Maintenant, sur les aspects plus internationaux. Que pouvons-nous dire? Au niveau de l'Europe, c'est assez diversifié. Il y a des pays qui ont rendu les détecteurs domestiques obligatoires et d'autres qui sont plutôt sur le modèle de l'incitation. Les pays qui l'ont rendu obligatoire, il y a la Grande-Bretagne que je viens de citer, avec l'Irlande, l'Allemagne. Alors l'Allemagne, c'est relativement intéressant parce qu'il fonctionne par Länder. Et aujourd'hui, sur 13 Länder, il y a 9 Länder qui ont rendu la détection incendie dans les logements obligatoires, y compris dans les chambres. Je reviens sur notre obligation à nous. Nous, le législateur a été beaucoup plus mesuré. Il a rendu obligatoire au moins un détecteur par logement. Le bon sens veut que l'on va mettre des détecteurs là où on a une faiblesse. Et la faiblesse, on l'a quand? C'est lorsque nos détecteurs corporels, c'est-à-dire avant tout nos sens et j'ai envie de dire l'odorat, vont être les plus déficients. Donc on est pendant les périodes de nuit. Pendant les périodes de nuit, c'est là où on déplore le plus de décès. Environ 70% des décès. Donc ce qui veut dire qu'il faut majoritairement essayer de s'équiper au-delà de un détecteur par logement, d'équiper les zones à sommeil ou tout du moins les zones desservant les pièces à sommeil. L'Allemagne a rendu obligatoire les chambres. Une autre approche, par exemple, c'est au niveau de l'Angleterre, où aujourd'hui, pour des bâtiments neufs, des logements neufs, on impose 4 détecteurs. Autres pays qui les ont rendus obligatoires, des pays scandinaves, la Suède et la Norvège, et vous avez enfin également la Belgique, qui de mémoire avait commencé, je crois, par Bruxelles, le canton de Bruxelles, et qui l'a donc généralisé. Sur d'autres pays, nous sommes sur de simples incitations, Pays-Bas, Finlande, Danemark et Pologne. Dans le monde, vous avez d'autres pays qui ont donc rendu obligatoire ou fortement incité à l'équipement de DAF. Vous avez le Canada, majorité des USA, également en Australie.
et en Nouvelle-Zélande. On s'aperçoit qu'on est quand même sur une zone anglo-saxonne en termes de culture. On en revient encore une fois, quand vous allez dans ces pays-là, aujourd'hui, on n'est plus dans une logique de contrainte, mais une logique de culture. On a beaucoup parlé de notion d'éducation. Moi, j'avais fait partie des tables rondes Borloo de 2005, qui avaient été donc initiées par Jean-Louis Borloo, avec 5 thématiques, et notamment une sur le côté éducatif, et avait été effectivement retenue l'idée que c'était avant tout, mais ça a été précédemment dit, à l'école que l'on devait aussi inculquer les bons comportements. Je crois que dans ce domaine, si des choses ont été faites et de très belles initiatives, il reste encore beaucoup de choses à faire. Je vous remercie. Merci beaucoup, Régis Cousin. On va prendre encore 5 petites minutes pour parler, analyser ce qu'on vient de dire. Alors, Patrice Dalem, Guy Méral, cette loi Morange, est-ce qu'elle va assez loin, selon vous? C'est un commencement. Hein. Il fallait commencer par quelque chose. Et là, effectivement, on essaye de, comme le disait monsieur, effectivement, 800 morts par an. J'ai personnellement été impliqué dans la mort de 8 personnes en 2003 à l'Île-et-Rose, dans un incendie qui a tué 8 personnes pour rien. Il n'y avait même pas de danger. Ils ont été asphyxiés. Ils ne risquaient même pas d'être brûlés, parce que le feu était consumé, on va dire, il ne restait plus que la fumée. Et ils sont morts dans la cage d'escalier. Donc on voit que l'ignorance tue. Alors eux, qu'il y ait eu un détecteur ou pas, c'est pas le problème. Mais effectivement, l'incendie tue la nuit, pendant le sommeil. Et le détecteur est un premier pas pour effectivement déjà éviter le nombre de victimes. Mais pourquoi on ne va pas aussi loin que l'Allemagne et tous les pays qui ont été cités, qui eux rendent obligatoire même dans les chambres, etc. Pourquoi on est encore un peu frileux alors que eux ils y vont? Oui, mais latin, anglo-saxon, différence de culture, éducation très tôt de la jeunesse au départ dans ces pays-là. Chez nous, on a perdu cette habitude, on l'avait, on l'a eu cette culture, on l'a perdue au fil des décennies. Aujourd'hui, il faut rebâtir, il faut repartir à zéro, il faut reconstruire. Guy Méral, on va assez loin? Je vais un petit peu être redondant avec ce qu'a dit Patrice. Il est vrai qu'il y a 30-40 ans, on parlait des poêles à charbon et on faisait très attention. Il y avait des informations à la radio, à la télé, un peu partout, à l'école, sur l'utilisation des poêles à charbon, parce qu'à l'époque, c'était ça. On est passé du poêle à charbon à des chauffages beaucoup plus élaborés dans la plupart des cas, mais il y a encore beaucoup d'endroits où ce n'est pas élaboré. Et là, on ne parle plus des risques dus aux intoxications, souvent par oxyde de carbone ou par fumée. Quand on regarde les dernières interventions qu'on a faites sur Paris, sur les incendies, peu de gens ont été brûlés, mais pratiquement beaucoup de gens sont morts par inhalation de fumée. Donc c'est vrai, quand tout à l'heure on parlait de la norme, avec Patrice, on s'est regardé. Pourquoi? Parce que quand vous achetez chez Leroy Merlin, au BHV ou n'importe quoi, votre petit détecteur d'incendie, vous voyez qu'il y a une norme CE dessus. Vous savez qu'il y a la norme CE, donc vous êtes rassuré. On nous a dit que c'était pas la CE qui comptait, mais c'était la 1300 ou je ne sais plus combien. Qui sait ça? À part les spécialistes. Personne ne le sait, le grand public ne le sait pas. Donc je pense qu'on a une véritable information, une vraie culture d'information. Si vous voulez faire passer des messages à la télé, c'est possible. On va vous dire ça coûte tant de la minute à telle heure, tant de la minute, etc. Pourquoi dans les autres pays, ils acceptent que les associations de secours, ils acceptent que tout ce qui est la prévention soit gratuit? Chez nous, non, tout est payant. Donc quand un ministère veut faire une intervention, veut passer un message, il est obligé de payer. Je veux dire que là, il y a quand même un problème qui est redondant et grave. Vous vouliez rajouter quelque chose là-dessus? Oui, c'est pour revenir sur les aspects, effectivement, vous avez raison, de CE. Le CE, c'est en fait un passeport européen qui est avant tout réglementaire. C'est pour ça qu'en France, aujourd'hui, d'une manière générale, la confiance absolue, c'est notamment la marque NF. J'en reviens simplement aussi aux médias tels que l'UFC Que Choisir, qui sont des alerteurs. Et vous pouvez, ce que ça fait couler beaucoup d'encre, la dernière enquête de l'UFC Que Choisir, qui est sortie juste avant la conférence de presse de Sylvia Pinel et Bernard Cazeneuve, à laquelle nous avons participé avec Céline. Et moi, j'ai été longuement interrogé justement sur le sujet de l'UFC, parce que, bien évidemment, le sujet était brûlant, c'est le cas de le dire. On s'aperçoit quoi? C'est que tout simplement, les produits qui ont été signalés comme dangereux, c'est ceux qui sont CE purs. Ce qui n'est pas le cas de ceux qui sont CE+.
attention, je n'ai pas dit que tous les CE étaient mauvais, mais le CE, on n'a pas l'absolue garantie que l'on aura un produit avec la bonne aptitude à l'emploi par rapport aux exigences portées par la réglementation française. On reviendra sur ces normes avec D'où Yann Chatelain après. l'obligation d'aller au-delà. Et au-delà, c'est notamment, par exemple, la marque NF. Alors, il y a un chiffre qui est intéressant, je ne sais pas si vous avez vu ça, une étude Opinionway qui nous dit que 85% des Français connaissent l'obligation de la loi Morange. Donc, c'est un chiffre très fort, mais finalement, il y a quand même un foyer sur deux qui n'est pas encore équipé. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas dans les chiffres. Et surtout, et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, les médias ne s'en sont pas encore emparés. Et il serait peut-être temps, non, quand même? Alors bon, les médias commencent à s'en emparer. Là, ça commence. On en parlait avec Céline. On a pu noter, on va dire, sur les dernières semaines, une montée en flèche du reprise sujet DAF 8 mars. Ça, c'est un aspect. Mais la différence entre les 85% qui sont au courant et, on va dire, les 40% de taux d'équipement, encore une fois, tient à la culture. C'est purement ça. Il a fallu passer par la contrainte, encore une fois, du gendarme et des radars pour faire abaisser la vitesse sur les routes. Le 90, c'est depuis, sauf erreur de ma part, 1973. Et une baisse très marquée, significative, c'est en gros 2002-2003. Voilà. Ben, c'est la même chose. Pourquoi on n'a mis qu'un seul dans la loi? Moi, en fait, je pense que c'est peut-être assez équilibré. Il ne faut absolument pas aller dans quelque chose de contre-productif. Si vous allez dans une contrainte trop violente, dès que les gens peuvent s'en affranchir, ils vont s'en affranchir. Faisons rentrer le détecteur incendie dans le logement et doucement. Essayons de développer cette sensibilité au risque incendie. C'est ça qui est important. Et il faut le prendre comme un vecteur pour faire abaisser un des risques parmi les 20 000 décès annuels. Ouais, juste une petite remarque quand on parle d'éducation, de prévention, etc. Il est vrai que je ne suis pas du tout un nostalgique pour ça, mais le service national avait cet avantage à l'époque d'initier pratiquement la totalité de la population à un certain nombre de risques qui étaient préparés, etc. L'école, après, n'a pas repris tout ce côté civisme, etc. Et c'est pour ça que je pense que les événements qu'on a eus en début janvier ont également, de ce côté-là, fait un choc à la population en disant, c'est vrai qu'un espèce de service civique, un espèce de service un petit peu à autrui, qui n'est plus de l'égoïsme, etc., pourrait aussi relancer tout ce côté rigueur, un petit peu de prévention, un petit peu de choses. Il faut vivre heureux, mais vivre heureux, ça ne veut pas dire vivre inconscient. Et je pense que c'est là-dessus aussi qu'il faut qu'on travaille beaucoup. Docteur Tello, et puis oui. On passera à Céline Guilbert après. Quelques remarques. J'aime beaucoup votre mention « commençons raisonnable ». J'approuve tout à fait. Avec un détecteur par logement, c'est des petits pas, ça c'est très bien, enfin, de mon point de vue. Alors deuxième remarque, sur les statistiques de décès, alors nous on pense qu'il y a plutôt 500 décès, ce qui ne change pas grand-chose à la caractère dramatique du sujet, mais on s'attend dans le suivi de cette installation des DAF, à mesurer, espère-t-on, une baisse du nombre de décès, parce qu'en effet, une bonne partie de ces décès, c'est lié à des incendies en habitation privée qui ont été déclenchés entre midi et 3 heures, période pendant laquelle la plupart des gens dorment, et ils seront donc réveillés globalement plutôt grâce au DAF, même le DAF unique, et on s'attend à ce que dans les années qui suivent, on constate, quelles que soient les sources, quelque chose qui ressemble à 30-40% de diminution de décédés à cause d'incendie. Je trouve que ça peut être assez porteur. Et du coup, moi, je trouve que c'est assez optimiste que vous dites, par exemple, on en est à 40% d'équipement. Il y a un an, on était à 5%, si j'ai bien compris. Il y a une dynamique quand même très forte. Bon, ben voilà, le 9 mars, tout le monde ne sera pas équipé, naturellement, mais ça va se poursuivre. Et au fond, à la fin de l'année, on va être allé au jugé aux 3/4 ou à 80%, quelque chose comme ça. Je suis quand même plutôt optimiste, me semble-t-il. Bon. Bien, donc effectivement, on vient de le dire, la loi va être appliquée à partir de début mars prochain. Alors, à un mois de son entrée en vigueur, quel impact attendre et quelles actions entreprendre? C'est Céline Guilbert qui nous en parle. Vous êtes chargée de la culture de sécurité civile à la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. On a une question. Est-ce qu'on peut avoir un micro, s'il vous plaît, dans la salle? Ça arrive, c'est pour que tout le monde vous entende bien.
Merci. Les DAF vont se mettre dans le domaine privé, donc aucune mesure de contrôle est possible. Comment contraindre l'administré, chaque foyer, d'avoir un DAF chez lui? Là, encore une fois, on est sur de la pédagogie. Alors vous avez raison sur l'aspect, il y a une exigence, mais où est le gendarme? Et on sait qu'en France, une exigence sans gendarme est un peu difficile à respecter. Alors si effectivement l'aspect assurance, puisqu'on doit faire une déclaration sur l'honneur à son assurance comme quoi on s'est équipé d'au moins un DAF, l'assureur ne pourra pas s'affranchir d'indemniser. N'oublions pas, hein, l'assureur, il assure des biens. Et il ne rembourse pas, il indemnise. La différence est de taille. Mais il ne faut pas oublier votre responsabilité avant tout morale. Si effectivement un incendie survenait dans votre logement où il pourrait y avoir donc des blessés ou des morts, éventuellement en logement collectif, vous pourriez être à l'initiative de morts collatéraux. Il y aurait dans ce cas-là une responsabilité pénale. Donc si l'aspect assurance ne suffit pas, c'est l'aspect après, au-delà de l'aspect moral, il peut y avoir un aspect en justice. Voilà. Alors c'est vrai que ce n'est pas forcément toujours mis en avant. Encore une fois, essayons d'être dans le bon sens. Vous savez, le prix aujourd'hui d'un DAF, on va dire de qualité, qui offre 10 ans d'autonomie, c'est environ 20 à 25 € globalement. Si vous le ramenez, vous le ventilez au coût mensuel, c'est le prix d'un Malabar. Va-t-on s'affranchir de sa sécurité pour soi, mais si on ne le fait pas pour soi, de ses proches, pour un Malabar par mois? Je ne crois pas. Merci beaucoup. Céline Guilbert, c'est à vous. Donc, en tant que sapeur-pompier sur le terrain, malheureusement, on constate trop souvent des victimes des suites d'un incendie domestique qui pourraient être évitées par des gestes simples. La plupart des décès ont lieu la nuit à cause de l'intoxication de les fumées. La majorité des gens pensent que c'est des flammes qu'il faut se prémunir, que la plupart des décès sont à cause de brûlures, alors que la majorité des décès sont des suites des intoxications liées aux fumées. Alors pourquoi les fumées c'est dangereux? Je vais essayer de le dire simplement. La fumée c'est toxique, mais quand on dit toxique, en 2 respirations on peut tomber inconscient dans une cage d'escalier. C'est un peu comme si vous respiriez de l'acide. La fumée c'est chaud, c'est brûlant, donc quand on la respire, on peut se brûler les poumons tout simplement. Et la fumée c'est opaque, donc c'est tellement opaque que dans sa maison, malgré le fait qu'on connaisse très bien son habitation, on peut se perdre dans une pièce et ne jamais pouvoir en sortir. Donc je vais vous donner quelques exemples de situations que l'on voit malheureusement trop souvent sur le terrain. Et c'est le type de situation que j'explique aux personnes qui me demandent pourquoi elles devraient mettre un détecteur chez elles, pour ne pas faire partie des 800 personnes qui décèdent chaque année ou des 15 000 victimes, voire que leur famille ne fasse pas partie de ces blessés. Parmi tous les incendies que nous faisons, les incendies domestiques, c'est ce sur quoi nous intervenons le plus. Et je pense que parmi nous, dans la salle, à un moment donné dans notre vie, on sera tous confrontés à un incendie. Donc il vaut mieux être prêt pour ça et l'avoir anticipé. Je vous prends un exemple, là, c'est quelques photos que j'ai prises sur ce qu'on appelle un fire test, nous les pompiers, c'est-à-dire on reproduit une situation vécue. Et là, c'était ce qui s'est passé, c'était donc dans la chambre d'un enfant. Donc l'enfant s'est réveillé pendant la nuit, il devait avoir 4-5 ans. Il jouait dans sa chambre et il a fait tomber sa lampe de chevet au sol. Au bout d'un moment, comme il n'avait pas à se rendormir, il allait dormir dans la chambre de ses parents. Quand on reproduit la situation, l'ampoule de la lampe de chevet met le feu au drap au bout de 10 minutes. Voilà ce qui se passe au bout de 10 minutes. Et là, le détecteur sonne, tout de suite, bien sûr. Et là, c'est à peine quelques secondes plus tard. Là, vous êtes à 30 secondes plus tard. Voilà. Donc tout à l'heure, je vous parlais du danger des fumées, mais aussi c'est la rapidité de la propagation de l'incendie qui fait que quand ça arrive, on a peu de temps pour réagir et il vaut mieux l'avoir anticipé et savoir déjà avant quelles sont les conduites à tenir en cas d'incendie. Donc quand tout à l'heure, on parlait du fait de s'équiper en détecteur de fumée, bien sûr, c'est essentiel
pour être réveillé à temps, pour pouvoir réagir à temps, mais toujours faut-il encore savoir comment réagir. Je vais vous montrer encore d'autres situations donc, dramatiques cet été. Un feu d'habitation dans l'Ain, dont les parents ont réussi, dormaient au rez-de-chaussée, les enfants à l'étage. Les parents ont réussi à sortir, mais pas les enfants. Ils ont perdu 3 de leurs enfants. À Nantes, là c'est un autre article, donc, et ça ce sont des situations que l'on vit, on a encore vécu la semaine dernière. Une dame qui ne s'est pas réveillée alors qu'il y avait un départ de feu au niveau de son frigo ou de la machine à laver. Il faut savoir qu'on intervient en fait sur beaucoup d'incendies dont les départs sont d'origine électrique de façon générale, mais c'est un grand mot, mais c'est beaucoup aussi d'appareils électroménagers. Donc quand on nous dit, moi des fois on m'a dit mais je fume pas, j'ai pas de cheminée chez moi, j'allume jamais de bougie. Pour quelle raison y aurait-il un incendie chez moi? Parce qu'à un moment donné, on a de l'électricité et on a tout ce qu'il faut pour que ça brûle et que ça, on peut pas l'anticiper. On peut l'anticiper par des bons comportements pour éviter que l'incendie ne survienne, pour avoir des règles de bon sens, éviter que l'incendie ne survienne. Mais cela dit, il peut toujours y avoir un départ d'incendie la nuit sur sa machine à laver ou sur son frigo. Alors on a donc lancé cette campagne de communication sur la prévention des incendies domestiques. Donc M. Cousin en parlait tout à l'heure. Une campagne qui a été donc co-signée par la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, le ministère du Logement et le ministère de l'Intérieur, et qui a pour slogan « Bien équipé, bien protégé, je suis en sécurité ». Parce qu'au-delà de la notion de s'équiper en détecteur de fumée, pour être en sécurité, il faut aussi connaître les conduites à tenir en cas d'incendie et puis aussi, bien sûr, faire en sorte d'éviter qu'il ne survienne parce que le détecteur n'évitera pas l'incendie. Voilà. Donc, l'installation de détecteurs, bien sûr, va réveiller les habitants si le feu se déclare la nuit et leur permet de réagir au plus vite s'ils sont réveillés. Juste petit exemple, en Grande-Bretagne, donc, depuis que les détecteurs sont obligatoires, ils ont réussi à diviser par 2 le nombre de décès. Et au Canada, ils ont réussi à le réduire de 2/3. Eux, ça fait plus de 20 ans que les habitations sont équipées en détecteurs de fumée. Au-delà de ça, quels sont les bons réflexes en cas d'incendie? Alors tout à l'heure, vous parliez de l'élérose. Et c'est des situations dramatiques que l'on vit tous les jours. Les gens veulent à tout prix sortir malgré le fait la présence qui est des fumées dans la cage d'escalier. Et là, c'est tout simplement des actes réflexes qui n'ont pas anticipé. Il ne faut pas vouloir sortir à tout prix dès qu'il y a un incendie, mais bien au contraire, il faut éviter les fumées. Notre phrase un peu clé, de la campagne, c'est là où il y a de la fumée, il ne faut pas y aller. Donc il y a 2 situations. C'est soit effectivement, on peut évacuer parce qu'il n'y a pas de fumée, on referme les portes derrière soi et on se retrouve à un point de rassemblement devant son logement, à l'extérieur de son logement. Soit il y a de la fumée et là, pour le coup, on se confine et on reste dans la pièce où l'on est, on met un linge humide au bas de la porte et on ouvre la fenêtre et on se manifeste au secours, on appelle les pompiers. Voilà. Et ça, ce sont 2 situations qui sont trop peu méconnues du public et sur lequel on souhaite communiquer. L'important, c'est surtout ça, c'est le danger des fumées. Enfin, je parlais aussi donc, de la compréhension des bons comportements pour éviter l'incendie. Donc, on parlait tout à l'heure, parfois, c'était Madame Boin qui parlait des règles de bon sens, que tout le monde pensait que chez soi, on connaissait bien son logement et que toutes les règles que l'on édicte quelque part en matière de prévention des incendies sont des règles de bon sens. Oui, mais quand on est pris par le quotidien, ces règles de bon sens, parfois on les oublie. Donc, ne pas laisser, par exemple, d'appareils de cuisson sans surveillance dans une cuisine, c'est une règle qui nous semble de bon sens. Pour autant, ça nous arrive parfois d'être dérangé par un coup de téléphone ou de laisser des choses, des appareils de cuisson sans surveillance. Et nous, malheureusement, on intervient beaucoup pour de nombreuses fois pour des départs de feu dans les cuisines.
Après, bien sûr, il y a toute la partie vérification des installations électriques. Il y a le fait d'entretenir ces conduites cheminées, etc. Il y a un certain nombre de messages de prévention qu'on souhaite aussi diffuser à travers cette campagne. Alors, comment faire en sorte que le nombre de victimes puisse être réduite? Comment faire en sorte que l'ensemble de la population soit bien consciente de ces risques d'incendie domestique et connaisse, et les bons réflexes, connaissent des conduites à tenir en cas d'incendie? Alors, tout à l'heure, je parlais donc bien sûr, il y a cette campagne qu'on espère, qui sera relayée, on espère, par l'ensemble des partenaires. Donc, chacun à son niveau peut le faire. Mais on essaye aussi de développer toutes les actions de terrain, de sensibilisation au risque, donc auprès de la population. Donc, nous, les sapeurs-pompiers, on a commencé à faire des actions de communication dans les quartiers, dans différents quartiers, auprès de la population, mais bien sûr auprès de la jeunesse, et notamment pour les enfants. Alors, ça, c'est le type d'action toute simple que l'on peut faire. Avec un appareil à fumer, on enfume un local et on explique aux enfants qu'il faut refermer la porte et qu'ensuite, il faut évacuer, donc, ou alors se confiner en fonction de la situation. Voilà, donc ça c'est une action dans les collèges, mais on le fait aussi dans les écoles primaires, et l'objectif pour nous c'est de développer ce type de sensibilisation au risque. Enfin, au-delà des actions vers la jeunesse, pour nous ce qui est important aussi c'est s'appuyer sur des personnes relais. Alors par exemple, on a 27 000 jeunes sapeurs-pompiers en France. On est en train de leur apprendre aussi à diffuser ces messages de prévention, parce que ce sont de véritables ambassadeurs auprès de leurs proches, auprès de leur famille, auprès de leurs collègues, camarades de classe. Mais au-delà de ça, voilà, il y a des actions que l'on peut faire de sensibilisation auprès de la population, qui ensuite, ces personnes-là, en fait, seraient des personnes relais pour ressensibiliser auprès de leurs proches. Et on compte sur chacun d'entre eux pour rediffuser le message. Et c'est de toute façon quelque part une action de sensibilisation pour protéger ceux que l'on connaît. Voilà, donc pour conclure, je dirais que c'est par l'implication de chaque acteur qui diffuseront ces mêmes messages que nous arriverons à sauver des vies. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Céline Guilbert. Je vous propose qu'on passe tout de suite à l'intervention de Yann Chatelaar. Comme ça, on gardera ensuite un bon quart d'heure pour discuter, continuer de débattre sur ces questions, et puis pour vos questions également. Donc Yann Chatelaar, qui est ingénieur auprès d'AFNOR et qui a passé au crible les différences qui existent entre les normes CE et NF. Et vous avez, bien sûr, je vais vous mettre... Bonjour à tous, je vais être extrêmement bref, synthétique, de manière comme ça que si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. L'idée, voilà, c'est de vous donner des outils pour essayer de comprendre quelle est la différence entre un produit CE, un produit... Je vais m'atteler simplement à parler du NF, parce que je ne suis pas qualifié pour parler d'autres marques volontaires. Mais voilà, l'idée c'est vraiment d'avoir quelques outils qui vous permettent de sélectionner un détecteur de fumée donc à installer chez vous dans le mois qui arrive. Alors, on peut peut-être passer donc à la slide suivante, appuyant sur S. Voilà, parfait. Donc, on peut observer plusieurs logos de certification sur un détecteur de fumée. Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi ça correspond? Absolument, on va trouver principalement donc deux types de certification, deux types de logos. Le premier, il est obligatoire, on l'a déjà évoqué notamment par le biais de Monsieur Cousin. C'est la certification CE d'un produit, c'est-à-dire qu'un fabricant va avoir l'obligation de faire certifier son produit CE pour le mettre sur le marché. Et ensuite, on va avoir un logo qui représente une marque volontaire. Donc, par exemple, la marque NF est une marque volontaire. Donc, c'est principalement ces deux types de logos qu'on va trouver sur un détecteur de fumée, en plus, bien entendu, du logo du fabricant. Alors, du coup, quelles sont les obligations des fabricants vis-à-vis de ces deux certifications-là ? Je viens de l'évoquer à l'instant. Donc, effectivement, le fabricant qui souhaite mettre sur le marché son produit a l'obligation de faire certifier CE son produit. C'est un passeport de mise sur le marché de son produit. Et le fabricant qui souhaite démontrer la qualité de son produit peut le faire via
une marque NF, Alors, une marque volontaire. En résumé, il n'y a pas d'obligation réglementaire pour la certification NF. Pour le fabricant, il n'y a aucune obligation réglementaire de faire certifier NF son produit. C'est une démarche volontaire du fabricant. En revanche, ça a été déjà dit, donc je vais pas m'attarder dessus, mais le consommateur qui souhaite se conformer à l'arrêté du 5 février 2013 doit nécessairement passer par un détecteur qui fait l'objet d'une certification volontaire. Alors, quelles sont les exigences et les tests auxquels sont soumis les fabricants lors de la certification CE du produit? Alors très concrètement, je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Pour la certification CE, on est sur ce qu'on appelle une certification de système 1. C'est-à-dire qu'à Afnor Certification, nous avons des fabricants qui nous demandent de certifier CE des produits. Et donc le processus est le suivant. Nous accusons réception d'un dossier. Nous réalisons des tests d'admission, des tests qui sont réalisés selon la norme EN 14604 qu'on a évoquée tout à l'heure. Et on réalise un audit. Donc ça, c'est lors de l'admission du produit. Ensuite, dans le suivi, le fabricant est chargé de faire des essais lui-même et nous, on va vérifier chaque année les enregistrements du fabricant vis-à-vis de ces tests qu'a réalisé le fabricant. Mais il n'y a pas d'organisme tiers qui intervient dans le cadre du certificat CE. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer les principales différences entre ces deux certifications? La principale différence, elle tient au suivi. Ça, c'est quelque chose qui a été évoqué, mais vraiment on met l'accent là-dessus. Le fait est que le fabricant comment dire, est beaucoup plus pris, on va dire, et beaucoup plus suivi dans le cadre d'une certification volontaire, puisque chaque année, on va réaliser des tests. On va faire des prélèvements dans le commerce, on va faire des prélèvements lors d'audit et on va faire des tests donc, qui sont réalisés par un organisme indépendant et on va vérifier que le produit fonctionne chaque année. On est sur un produit, il n'y a pas de risque zéro et ça c'est le premier point qu'on met en avant, c'est que chaque année on réalise 2 tests annuels de manière à s'assurer qu'il n'y ait pas de problème sur un produit. Le deuxième point qui est intéressant dans la marque NF, c'est qu'on va certifier des points qui ne sont pas intégrés dans la norme EN 14604. Je prends un exemple, on s'est intéressé il y a quelques années à certifier des options qui permettent à une personne en situation de handicap de pouvoir bénéficier d'un détecteur de fumée, par exemple avec un module vibrant. Et ça, on va faire des tests de manière à pouvoir répondre aux contraintes de chacun. La deuxième chose que je souhaite évoquer, c'est qu'on va obliger, dans le cadre de la certification NF, à ce que le fabricant mette à disposition une hotline téléphonique de manière à ce que le consommateur qui ait des questions sur son détecteur puisse trouver des réponses. Donc, pour conclure, je vous ai dit que j'allais être très synthétique. Le CE, c'est un passeport pour le fabricant qui lui permet de mettre son produit sur le marché. La marque volontaire, alors je vais parler de la marque NF parce que je suis habilité à le faire, c'est un gage de qualité qui permet aux consommateurs de faire un choix de produit. Merci beaucoup. Alors, il nous reste une petite dizaine de minutes donc, pour débattre sur tout ce qu'on vient de se dire. Est-ce que déjà vous avez des questions, des remarques ou quelque chose à nous dire? Personne. Bon. Ah, si, là-bas. On va vous apporter le micro tout de suite. Merci. Existe-t-il des contrefaçons sur vos DAF et autres? Parce que moi, ce que je n'arrive parfois pas trop à comprendre, c'est par rapport aux tarifs qui peuvent être très variables selon. Et donc, ma question est de savoir s'il existe aussi des contrefaçons, parce qu'il est très simple de mettre NF sur un appareil. Alors, à ma connaissance, on n'a pas de contrefaçon sur la marque NF. C'est-à-dire qu'on ne va pas trouver, on n'a jamais, à ma connaissance, trouvé de produit avec une fausse, ce qu'on appelle une estampille NF, c'est-à-dire que le fabricant colle ou un autocollant bleu qu'on appelle estampille. Donc ça, on n'en connaît pas.
Après, il y avait une deuxième question sur la question du prix. Ça, c'est une question sur laquelle je ne suis pas vraiment légitime pour répondre. Mais effectivement, il y a différents paramètres, dont la qualité, mais pas que. Et effectivement, on peut trouver des produits à des prix très variants. Régis Cousin. Oui, pour ajouter sur le risque de contrefaçon. Dans l'absolu, il pourrait exister. À notre connaissance, moi, j'en connais pas. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir à la différence entre le CE et le NF, c'est que le NF, vous avez 2 prélèvements annuels. Prélèvements qui se font soit sur les chaînes de fabrication, soit dans le commerce. Sur une chaîne de fabrication, ça devient un peu compliqué de faire de la contrefaçon. Dans le commerce, c'est toujours possible. Que devient ce prélèvement? Ce prélèvement, en fait, qui est fait à la demande, en l'occurrence là, de l'AFNOR, ou si c'est un autre organisme de certification de sa marque de qualité, est envoyé après au laboratoire du certificateur. Et le laboratoire va regarder le produit, il va faire ce qu'on appelle une identification par rapport au dossier de certification. Ce qui veut dire que si c'est une contrefaçon, soit elle est strictement identique, donc c'est plus tout à fait une contrefaçon à part le domaine commercial, on va le dire comme ça, soit ça va être détecté. Donc c'est justement le gage de garantie apporté par des marques volontaires de qualité. Alors, pour reprendre l'intitulé de ce débat, finalement, par quels moyens peut-on faire des accidents de la vie courante une cause prioritaire? C'est le thème de notre rencontre aujourd'hui. Qui veut se lancer là-dessus? Comment on fait maintenant? On s'est dit plein de choses aujourd'hui, on a vu plein de choses. Comment on fait? Je vais me lancer. C'est vrai que quand on parle de cause prioritaire, les accidents de la route ont été une cause prioritaire. Je ne sais pas si vous voyez un peu le nombre d'interventions qu'il y a eu à tout niveau de l'État, des médias, pour sauver cette cataclysme. En 1962, je crois qu'il y avait plus de 16 000 morts sur la route. Si on compte le nombre de véhicules qui ont été à peu près doublé ou triplé depuis là, on serait à 45 000 morts sur la route si on avait continué à peu près les proportions en nombre de kilomètres véhicules transportés. Donc c'est vrai qu'on est descendu à 3500 et en dessous, donc je veux dire c'est extraordinaire. Mais regardez un peu comment on a été, et quand je dis matraqué, c'est dans le bon sens du terme, comment on a été matraqué pour sensibiliser les gens sur les accidents de la route. Donc pour moi, la seule solution, c'est le même matraquage pour les accidents domestiques. Deuxièmement, à l'éducation, je vois que plusieurs organismes, dont le nôtre, on a accepté maintenant, comme les pompiers, des cadets à partir de 16 ans et peut-être même en dessous. Pourquoi? Parce qu'on a des jeunes qui ont envie, et on sait très bien que quand les jeunes parlent entre eux, ça fait gangrène et ils s'en parlent. Quand vous voyez par exemple que sur la région parisienne, on a fait Plouf 75 pour éduquer les problèmes d'inondation, on a commencé par les enfants. On s'est dit le meilleur moyen d'éduquer les parents, c'est en fait d'éduquer les enfants. Ce qui a été fait d'ailleurs en sécurité routière, où les enfants disaient « Papa, maman, tu conduis trop vite, fais attention ». Donc il y a des médias, et plus on prend les gens jeunes dans cette formation, un peu plus de rigueur et d'attention sur les choses de la vie, je pense que c'est par là qu'on va faire. Mais c'est encore une génération, je ne vais pas dire de sacrifier, mais c'est encore une génération qui va monter en puissance pour partir du plus jeune âge jusqu'à un âge mature. Pas grand-chose à ajouter, si ce n'est qu'il faut prendre le problème par les 2 aspects principaux, c'est-à-dire la qualité des produits. Si on reprend la route, on a sérieusement augmenté la qualité des véhicules et la sécurité sur les véhicules, et on a sérieusement amélioré les infrastructures routières. Alors vous avez vu le nombre de ronds-points qui se sont développés depuis 20 ans maintenant, et qui effectivement empêchent des routes en race campagne de se couper à angle droit, et qui provoquaient un grand nombre de morts. Donc aujourd'hui, les infrastructures, la qualité des matériels, c'est pareil pour les DAF, hein. La norme NF, quand on sort d'ici, enfin moi personnellement, j'en ai déjà un, mais je vais en acheter d'autres. Je vais de toute façon acheter du NF. Pour moi, c'est une évidence. L'incendie aussi, ça passe par l'extincteur. Alors je ne sais pas où sont les chiffres, mais je pense qu'il y a peu de ménages qui sont équipés d'extincteurs.
Et là aussi, bon, il y a une grosse carence. Donc effectivement, peut-être que le premier pas, ça sera le DAF, et le deuxième pas, ce sera l'extincteur. Et puis le deuxième aspect, bien sûr, c'est le comportement. Sur la sécurité routière, on a agi principalement sur la sécurité passive du véhicule, les infrastructures, la ceinture, etc. On a effectivement travaillé sur la coercition, et donc on a effectivement mis des radars, mais absolument rien n'a été fait sur les comportements. Et je pense qu'aujourd'hui, la prévention, ça passe par un changement de comportement. Et il faut absolument que l'ensemble de nos concitoyens comprennent par des messages simples, répétés, c'est surtout ce qui va compter, c'est la répétition, qu'il faut davantage prendre soin de son environnement, en tout cas, et de comprendre les risques qui nous entourent. Bon, alors je suis 3e sur 7. Bon, naturellement, je suis d'accord avec tout ça. Je vais le dire à ma manière, en parler intelligemment. Il faut continuer à se baigner, mais il faut expliquer qu'il y a un risque de noyade et que la vie, c'est précieux. Et c'est pas pour ça qu'il ne faut pas se baigner. L'eau, c'est dangereux, tout en étant joyeux. Donc en réalité, les campagnes de prévention doivent se poursuivre, s'amplifier de manière têtue, avec des relais presse corrects. Une remarque aussi, il y a un office national interministériel de sécurité routière. Il n'y a pas beaucoup d'interministérialité concernant les accidents de la vie courante. Et en réalité, il y a énormément d'acteurs qui sont concernés, les mutuelles, l'école, le ministère de l'écologie, les transports, le tourisme, l'intérieur, la santé, etc., etc., sans compter les organismes privés ou les grandes entreprises. Et je trouve qu'il y a matière aussi à suggérer dans ce domaine-là quelque chose d'organisé. Enfin, la visibilité par la grande cause nationale, c'est ponctuel, c'est toujours très, très bien à prendre, hein. Mais du point de vue de la puissance publique, on pourrait suggérer une visibilité interministérielle et sociétale plus large. Alors, chez Calixis, on organise, nous, à peu près une centaine d'événements prévention par an, où on rencontre les gens. Et alors c'est vrai que c'est une toute petite goutte d'eau, mais on se rend compte que quand on arrive à les convaincre, quand on les informe, et d'ailleurs, un de nos slogans, c'est « Informer, c'est déjà protéger », à partir du moment où on les a convaincus, on sait que c'est gagné et qu'il va y avoir un changement de comportement ou la mise en place d'un détecteur. Mais il faut en passer par une première information. Effectivement, ça n'arrive pas qu'aux autres, ce n'est pas une fatalité. On peut faire des choses, dans d'autres pays ça marche. Donc il n'y a aucune raison qu'on n'y arrive pas si on met tous nos efforts ensemble. Vous pouvez continuer là-bas si vous avez quelque chose à rajouter. Allez-y. Moi, je vais aller dans le même sens que mes collègues, c'est-à-dire que effectivement, c'est tous ensemble, en diffusant le même message et en ayant quelque part une coordination, qu'elle soit interministérielle. On est beaucoup en fait de différents acteurs à sensibiliser ou à faire des actions de prévention sur les accidents de la vie courante. Mais je crois que quelque part, il manque un pilote, c'est-à-dire que tous ensemble, on soit rassemblés et qu'on diffuse le même message. Parce qu'il y a un certain nombre de supports de communication peut-être un peu différents. On essaye de passer ce message, mais chacun à notre façon. Et du coup, par la multitude des messages, peut-être qu'on se noie en fait là-dedans. Donc avoir une vraie action commune, je crois que c'est ce qui nous permettra de sensibiliser l'opinion et au bout du compte, de rendre les citoyens acteurs de leur propre sécurité. On conclut rapidement. Oui, je voulais juste souligner 2 points. Le premier, c'est le travail remarquable de Madame la députée Martine Lignard-Cassou, auquel nous avons été nombreux à contribuer sur les accidents de la vie domestique. Ça, c'est le premier point. Et le second point, un petit focus sur l'incendie. La FNSPF et la FFMI allons organiser une démarche pédagogique forte qui va aller au-delà des Français, puisque nous allons entamer sur fin février une tournée en France avec un camion qui va permettre de modéliser, refaire un incendie domestique, et donc pour inciter, démontrer tout l'intérêt de s'équiper au-delà même d'une obligation réglementaire. Donc nous allons aller dans différentes villes de France, Nancy, Lille, Lyon, Nantes, Toulouse, Nice,
et terminé par Paris, normalement à l'Assemblée nationale, le 3 mars. Donc je vous invite les uns et les autres à essayer de relayer ce message ou à venir. Vous pourrez retrouver la liste des villes aussi bien auprès du site de la FFMI que le site de la Fédération nationale des pompiers. Voilà, merci. Eh bien, merci à tous d'avoir été là avec nous. Merci à vous également de nous avoir si bien écoutés et si bien suivis. Surtout, ne partez pas puisqu'on enchaîne avec une autre conférence justement sur l'information préventive et les moyens d'interpeller le grand public. On sera ensemble de 16h à 17h30 avec d'autres invités. Donc surtout, voilà, ne partez pas ou partez juste un tout petit moment, mais revenez dans quelques minutes. Et j'en profite pour vous dire que toutes ces conférences sont filmées intégralement et vous pouvez les retrouver sur le site internet du salon dans quelques jours. Voilà, à tout de suite.